Donc, bonsoir à tous. Merci d'être présents avec nous. On va parler pénurie du médicament et on va essayer d'avoir plusieurs éclairages sur la situation avec la pharmacie, l'industrie, l'économie et aussi au niveau des hôpitaux, au niveau des médecins infectiologues ou encore des pédiatres de PMI et enfin à la ville avec la médecine générale. On va commencer avec le docteur Sonia Rabotosson, pharmacienne, qui va nous Bonsoir. expliquer quelle est la situation qu'elle vit et les différentes options qu'elle a et éventuellement solutions à proposer. Bonsoir à tous. D'abord, je tiens à vous remercier tous, Thomas et toute l'équipe du collectif, de m'avoir proposé d'intervenir encore une fois sur cette plateforme. Et ce que vous faites est très bien parce que ça permet en fait de rentrer vraiment dans le quotidien des Français et puis d'échanger ensemble par rapport à chacune de nos spécialités et de nos domaines de compétences. Moi, sur la pénurie de médicaments en officine, je voulais apporter euh, mon point de vue décliné sous trois points. Donc, le premier point, c'est l'état des lieux et les causes. Le deuxième point, les conséquences, mais certainement d'autres tout à l'heure vont en parler aussi. Et puis, le troisième point, c'est plutôt les solutions, ébauche de solutions ou orientation pour justement limiter ces fameuses pénuries. Donc, pour le premier point, en ce qui concerne l'état des lieux, en 2016, on comptabilisait 405 molécules, médicaments manquants en pénurie régulière. En 2019, il y en avait 1500. En 2020, 2400, donc 6 fois plus qu'en 2016. Et je ne sais pas combien il peut y en avoir en 2022, puisque cette année, c'est vraiment une explosion. En officine, par exemple, c'est lorsqu'on passe les commandes chez le grossiste le soir en fin de journée, c'est quasiment 50% de la liste qu'on envoie qui est marquée manquant. Donc, c'est plus ou moins long. Parfois, c'est que quelques jours, mais parfois, ça peut durer beaucoup plus longtemps et c'est vraiment quelque chose de très impressionnant puisque c'était rarement à ce niveau-là. Il y en a toujours eu, mais c'est rarement arrivé au niveau actuel. Donc ça, c'est pour ce qui concerne l'état des lieux. Et puis, ça concerne surtout des médicaments. Ça peut être des médicaments vraiment très classiques aujourd'hui. C'est l'amoxicilline sous différentes formes. C'est le Doliprane régulièrement sous les formes, soit les gélules. Si c'est pas les gélules, ça va être les comprimés. Si c'est pas les comprimés avalés, c'est les comprimés effervescents. En ce moment, c'est toutes les formes poudre en Doliprane sont manquantes. Il y a eu, il y a un mois et puis ça continue encore un peu aujourd'hui, des ruptures, de sirop. Donc c'est vraiment des choses, dont on a besoin tout de suite maintenant, mais voilà, il y en a pas. Donc voilà l'état des lieux. Les causes de ces, pénuries sont essentiellement, je pense, liées au coût de fabrication du médicament en France, donc le prix du médicament en lui-même. Et aussi des normes drastiques qui sont imposées aux industriels et aux différents intervenants, puisqu'il y a les normes européennes, mais il y a aussi les normes françaises, les normes RSE, les normes environnementales. Et tout ça entraîne en fait un fort climat de défiance entre les acteurs principaux que sont les laboratoires, les industriels donc, et les grossistes répartiteurs qui sont censés approvisionner les pharmacies 2 fois par jour en médicaments. Chacun, et on peut le comprendre, doit équilibrer son modèle économique et donc essaye de trouver des solutions pour équilibrer ce fameux modèle, parfois en exportant dans d'autres pays où le coût du médicament est beaucoup plus intéressant que le coût du médicament, que le prix du médicament en France. On évoque aussi la sous-évaluation de la production en post-Covid. Mais bon, là, c'est pas vraiment très documenté et on entend aussi cela en disant que, par rapport au covid, on avait diminué les productions et puis, tout d'un coup, en post-covid, les besoins, en fait,
enfin, voilà, sont beaucoup plus importants et que donc les anticipations ne sont pas au niveau de ces demandes. Ça concerne donc l'état des lieux et les causes. Le deuxième point, ça va être les conséquences de ces ruptures, mais que d'autres, après moi, vont certainement détailler aussi. Il faut savoir que les ruptures concernent, comme on le disait tout à l'heure, des médicaments dits d'intérêt thérapeutique majeur. Donc il y a une liste de ces fameux médicaments. Ce sont en général des médicaments, vraiment utilisés au quotidien, par, et les prescripteurs et par les pharmaciens qui les délivrent donc. Mais ces ruptures peuvent entraîner des conséquences assez graves puisque le pronostic vital peut être engagé à plus ou moins long terme en fonction de la maladie concernée. Il y a aussi des pertes de chance qui peuvent être vraiment importantes pour les patients puisque j'ai un exemple en tête d'une personne qui a été traitée avec Orencia pour, je crois que c'était pour une polyarthrite rhumatoïde et elle devait faire, des injections tous les 15 jours. Mais il y a eu quelques mois en fait où, il y avait des ruptures sur ce médicament et elle est restée, 1 mois entier, où donc elle a loupé, je crois, 3 injections et bien évidemment, plus de douleurs, difficultés, de marche et cetera, ce qui peut être envisagé dans des cas pareils. Donc des conséquences, plus ou moins graves, mais en tout cas, pas de disponibilité, d'un médicament et surtout quand il n'y a pas d'alternative possible, au traitement, ça peut être, très, très embêtant, pour tout le monde. Enfin, le troisième point, c'est les solutions que l'on pourrait, Sonia, évoquer avant que pour tu donnes les solutions, oui. toi, pour le vrai Ségur de la santé, tu avais parlé des grossistes et on en parle aussi beaucoup. Mmh. Est-ce que tu veux repréciser un peu comment le circuit du médicament? Parce qu'en fait, ici, on essaie de faire un peu de pédagogie aussi. Mmh. L'idée, c'est que les 200 000 membres de la page Facebook et autres euh, Comprennent. aient cette info de comment fonctionne en fait le médicament. Pourquoi, toi, dans ton officine, après, tu vas te retrouver parfois coincé, tout en Mmh. sachant que derrière toi, il y aura une intervention plus sur le côté économique de pourquoi tel médicament va manquer dans la Mmh. production ou alors par l'effet de demande supplémentaire. Voilà. Donc, si tu peux nous D'accord. redire comment toi, tu négocies ton médicament, comment il arrive, qui, au niveau de l'État, décide que tu vas avoir des médicaments dans ta pharmacie ou pas. Alors, en fait, il y a, pour les médicaments, ce qu'on appelle donc les AMM, les autorisations de mise sur le marché et donc ça, c'est étudié en amont avec les pouvoirs publics, le ministère de la Santé, les différents organismes, l'ANSM, l'Agence nationale de sécurité du médicament et les laboratoires, les fabricants. Donc comment dire? Le fabricant va négocier, discuter, avec les pouvoirs publics de, comment on met sur le marché son médicament et cetera et là, il y a toutes sortes d'obligations, qui sont, mises sur la table, les obligations de détenir un stock minimal, les obligations de disponibilité et cetera. Enfin, c'est très, très encadré. Une fois que l'autorisation, est donnée, ensuite le médicament est sur le marché et là, le laboratoire, donc l'industriel, doit, fournir les différents grossistes répartiteurs qui, eux-mêmes doivent ensuite, fournir les officines de France et il y en a, je crois, à la louche, heu, 1 pour, 3 500 habitants et donc, c'est plus ou moins bien réparti, sur le territoire français, mais enfin, ce sont les grossistes répartiteurs qui doivent ensuite, livrer les différentes, pharmacies d'officine. Donc les pharmacies passent les commandes directement au niveau des grossistes qui vont, s'occuper, de les livrer. Les industriels vont, eux, livrer les grossistes répartiteurs. Mais on va l'aborder tout à l'heure, parfois les laboratoires décident du quota et de la cadence de livraison pour les grossistes.
Et ça, c'est assez dangereux parce que normalement, ça devrait être défini par quelque chose de plus neutre comme l'Agence nationale de sécurité du médicament et non par eux directement. Voilà, donc le médicament, une fois qu'il est mis sur le marché, le laboratoire va distribuer au niveau des grossistes en fonction des commandes des grossistes et de leurs besoins. Et les pharmaciens d'officine viennent commander auprès des grossistes répartiteurs pour que, on retrouve les médicaments tous les jours, au niveau de l'officine. Voilà un peu le circuit. Ok. Et du coup, toi, tes solutions, alors, tu avais dit que tu avais des solutions peut-être en vue par rapport à tout ça? Oui, effectivement des ébauches de solutions, de renforcer les contrôles par l'Agence nationale de sécurité du médicament et aussi les obligations des acteurs dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les laboratoires et les grossistes répartiteurs. Donc, renfor comment? C'est pas Ah moi. ça ah d'accord, OK. Hmm. Oui, donc renforcer les contrôles par l'ANSM et les obligations des différents acteurs. Déterminer, le contingentement par, l'ANSM. Donc il faudrait que ça soit l'ANSM qui détermine les contingentements et non les laboratoires. Comme je disais tout à l'heure, parfois certains laboratoires décident, que, les grossistes répartiteurs, n'auront pas plus de temps d'unités, pour telle ou telle, spécialité médicamenteuse. Et ça, c'est risqué parce que, ce n'est pas au laboratoire de décider, si le grossiste doit avoir tel ou tel, médicament. Il faut que ça soit en fait une concertation. Ensuite, troisième point, c'est, l'obligation de disponibilité. On l'a évoqué un peu tout à l'heure lors des discussions avec les pouvoirs publics. Il y a cette obligation de disponibilité. Il faudrait, renforcer la loi pour mieux encadrer cette obligation de disponibilité. Il y a aussi l'obligation de constituer un stock minimal pour les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur. Par exemple, les parlementaires avaient demandé un stock minimal de 4 mois. Le gouvernement, lui, a validé 2 mois de stock minimum et on se rend compte qu'en officine, les ruptures durent en moyenne 8 mois. Donc il faut rediscuter, de cette fameuse, obligation de stock minimal. Également renforcer les sanctions, pour défaut de gestion d'approvisionnement puisque, par exemple, en 2019, 2 laboratoires avaient été sanctionnés, financièrement, pour, défaut d'information liée aux ruptures de stock. Mais les sommes étant, assez dérisoires, du coup, c'est pas assez dissuasif. Alors, je suis pas pour les sanctions, à tout prix, mais il y a quand même un minimum de règles à respecter. Par exemple, Sandoz en 2019 avait eu comme sanction 830 € et Pfizer 5 807. Donc, j'imagine que pour ces laboratoires, ce sont des sommes qui sont absolument pas, dissuasives de quoi que ce soit. Il y a également l'aide à la relocalisation des médicaments et cette relocalisation, elle doit être dirigée vers les médicaments d'intérêt thérapeutique majeur, essentiellement anciens, puisque ce sont les médicaments les plus utilisés. Mais ça permettrait d'augmenter les capacités de production française. Alors soit on relocalise pour fabriquer en France, mais on peut aussi imaginer qu'on pourrait stocker en France parce que, les 3 pays les plus importants en ce qui concerne la fabrication de médicaments, en fait, ce sont, 2 pays d'Asie, l'Inde et la Chine. En un, il y a l'Inde. En 2, il y a la Chine. En 3, il y a les États-Unis, mais les États-Unis, c'est plus pour tout ce qui est, médicaments d'inno Remets le son, Sonia. ah, ça a été coupé. Ouais, ça a Là, je l'ai été coupé. remis, c'est bon? Oui. Voilà, donc je disais que Sandra, excusez-moi, mais Sandra, il faut absolument que vous coupiez votre son et la caméra, tout ça, parce que ça intervient tout le temps. Merci. Donc, oui, excuse-nous. donc il y a pas de souci. Donc je disais que pour la relocalisation, on parlait de relocaliser, la fabrication de certains médicaments en France. Heu, je voudrais, juste revenir sur, un point, c'est que, aujourd'hui, les médicaments sont essentiellement fabriqués dans 2 pays d'Asie que sont l'Inde et la Chine, pour tout ce qui est médicaments, les plus classiques, on va dire, c'est-à-dire, je pense, 80 des principes actifs et puis
Une autre partie de médicaments est fabriquée aux États-Unis, mais ça concerne essentiellement tout ce qui est innovant, les médicaments innovants. Après, on peut se poser la question, est-ce qu'on relocalise la fabrication ou est-ce qu'on stocke en France? Parce que les médicaments, par exemple, qui sont fabriqués en Asie, en Inde et en Chine, ce sont des médicaments dont la date de péremption est assez longue. Donc, on pourrait imaginer ne pas relocaliser la fabrication, mais juste relocaliser le stockage, par exemple. Ça nous permettrait déjà d'avoir un stock tampon et d'éviter des ruptures. Après, on peut aussi imaginer que la relocalisation ne doit pas être uniquement franco-française. On peut imaginer quelque chose entre les différents pays européens. Par exemple, les pouvoirs publics européens pourraient se répartir les différentes comment dire, phases de fabrication du médicament sur le territoire européen. Je m'explique, c'est que pour fabriquer un médicament, en fait, il faut d'abord fabriquer le principe actif. Ensuite, il faut fabriquer la forme médicamenteuse, donc fabriquer le médicament lui-même, gélule, sirop, injectable, etc., spray. Et puis, troisièmement, conditionnement et distribution du médicament. Donc, on pourrait imaginer que sur cette chaîne de fabrication, différents pays européens puissent se répartir les phases de fabrication. Ça nous permettrait d'avoir au niveau européen la possibilité justement d'éviter d'être trop en attente des pays asiatiques. Mais encore une fois, le vrai nerf de la guerre, c'est le prix du médicament. Il faudrait réévaluer les prix du médicament puisque, encore une fois, les laboratoires et les autres acteurs, les laboratoires et les grossistes d'ailleurs, doivent équilibrer leur modèle économique et c'est impossible avec le prix actuel du médicament en France. C'est tellement bas qu'ils sont obligés de trouver d'autres solutions. Il y a non Alors, seulement le Sonia, prix. ça tombe bien que tu me parles du prix du médicament parce que là, c'est d'économie. Voilà, donc là, il y Et, aura un et du intervenant coup, plus il va tard. falloir que je fasse intervenir Frédéric Bizarre parce qu'il nous fait la gentillesse de venir aujourd'hui discuter avec nous de tout ça. Mais surtout, il a un impératif à 20h15 et ça serait dommage qu'on se gage de son expertise. Mais on pourra justement rebondir aussi par rapport à ça. Donc, je vais essayer de le retrouver et lui donner la parole. Et je te remercie parce que ça a été très clair. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont pu comprendre. Voilà. Je t'en prie. Merci beaucoup. Mais à tout de suite. Bonjour Frédéric, merci beaucoup d'être présent avec nous. Alors, je vous présente, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous êtes économiste spécialiste des questions de santé, président de l'Institut Santé. Et comme souvent chez nous, vous prônez une réforme globale du système de santé. Merci donc d'être là et de nous éclairer un peu sur ces histoires de pénurie de médicaments. Comme je disais tout à l'heure, on essaye d'avoir une vision assez pédagogique parce que nous sommes suivis sur les réseaux par des membres du collectif qui sont des soignants pour la plupart, des usagers aussi. Et donc, les informations sont diverses et variées et c'est bien de pouvoir faire une mise au point claire. Et je sais que par les différentes interventions que j'ai pu voir de votre part, que vous savez faire ça parfaitement bien. Donc, merci d'être là. Merci. Je ne sais pas si vous m'entendez là, parce que je suis à l'étranger sur un réseau qui n'est pas terrible. Donc, si jamais l'image commence à flancher, je l'enlèverai. Mais est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Oui. Bien, merci à vous, Thomas, de m'avoir invité et bravo à votre collectif qui essaie un petit peu de brasser les idées pour conduire à cette refonte du système qui est indispensable. Et je vais démarrer un peu sur une approche macro parce qu'il faut comprendre, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on en arrive là. La France était le premier pays en matière de production pharmaceutique il y a encore quelques années. C'était un pays où on faisait une des recherches médicales les plus vénérées dans le monde et où on avait un système de santé qui était le cœur de notre contrat social et qui était aussi vénéré partout dans le monde. Donc, comment est-ce qu'on tombe dans une situation où même le paracétamol et l'amoxicilline manquent?
c'est le même état dans tous les secteurs, hein. Scandale Orpea, la crise de l'hôpital, la désertification médicale. Donc, il faut essayer de comprendre comment ce n'est pas propre à l'industrie pharmaceutique. Et il y a une responsabilité qui est collective. Donc, c'est pas on peut hurler contre l'État ou les choses, mais la responsabilité, elle est vraiment collective. Et donc, la seule solution, elle est systémique. Alors, mon idée, ce n'est pas de brasser du noir, parce que comme vous l'avez dit, ça fait 4 ans que j'ai créé un centre de recherche dédié à la refondation, où on a proposé une plateforme de refondation qui est la plus aboutie de ce que l'on a pu faire et dont on fait aujourd'hui une pédagogie auprès de toutes les strates de la société. Donc, moi, je suis très optimiste sur le moyen terme si on arrive à remettre le système sur les rails, mais on est quand même dans une situation dont il faut prendre conscience de l'inacceptabilité probablement sociale très rapidement de ce que l'on va voir et de la gravité de la situation. Alors, si on reste toujours à une échelle macro, pourquoi est-ce qu'on en est là ? Ça a été très bien dit juste avant moi. Il y a en effet un problème de prix. Pourquoi est-ce qu'on arrive à ce que la France ait les prix parmi les plus bas ? Et surtout, ce n'est même pas une question de niveau de prix, c'est une question de décorrélation par rapport à une réalité économique. À partir du moment où l'industrie pharmaceutique est composée principalement d'acteurs privés pour la production et la distribution, il n'y a pas besoin d'être économiste pour comprendre qu'il faut quand même que ces acteurs puissent faire fonctionner leur modèle économique et dégager un profit ou tout du moins ne pas produire à perte. Bon. Il y a 25 ans, on a décidé de gérer la santé à partir d'un budget annuel qu'on appelle l'ONDAM à travers une loi de programmation et une loi de financement de la sécurité sociale dans lequel on met un ONDAM et que l'on fait voter au Parlement dans un texte complètement abscon lu par personne et qui est une approche purement comptable. Bon. Ce qui fait que, et depuis à peu près 2010, c'était une nécessité, je dirais, sur les finances publiques, on a décidé de rentrer dans une phase relativement d'austérité pour l'ensemble des dépenses publiques, en particulier pour la santé. Et on a réussi l'exploit qui est aux yeux, en tout cas des observateurs, qui est de respecter cet ONDAM. Le seul problème, c'est que le respect de cet ONDAM s'est fait du fait de l'outil, hein, du fait du dispositif qu'on appelle en économie, qui est en fait un rabotage sur un certain nombre de dépenses, en particulier l'hôpital, la médecine de ville et les médicaments. C'est-à-dire que tous les ans, on a appliqué un rabot, un système sur un taux directeur de croissance. Il fallait faire rentrer en fait toutes les dépenses dans un budget. Et on a, par exemple, pour ce qui nous concerne ce soir, sur les produits matures, donc ce qu'on appelle les anciens produits, baissé de 3,5% par an le prix. Encore une fois, de façon, je ne conteste pas le fait que les vieux produits doivent avoir des prix qui doivent être ajustés en fonction de l'amortissement d'un certain nombre de dépenses dans les dépenses de recherche, mais c'est une gestion à l'aveugle sans aucune considération des réalités économiques. D'accord ? Donc, ça fait, en 10 ans, on est passé de la première place européenne en matière de production pharmaceutique à la 5e place. On ne va pas parler de tous les aspects de recherche des produits innovants parce que ça a suivi évidemment le même cursus. À partir du moment où vous êtes vu comme une place qui est relativement peu attractive sur un plan économique, à l'exception de la distribution, parce qu'on est encore un marché en volume qui est important, hein. On consomme 3,2 milliards à peu près de boîtes de médicaments, ce qui est 10 à 15% supérieur encore, de toutes choses étant égales par ailleurs, à ce que l'on voit dans la consommation des autres produits européens. Donc, je dirais, malheureusement, parce que ce n'est pas un signe de bonne santé, ni de la population, ni d'un système de santé de surconsommer, mais heureusement pour qu'on reste encore un marché vu viable pour un certain nombre de laboratoires pharmaceutiques. Donc, il y a une vraie question, si vous voulez, de
de gestion de la dépense de la santé, mais c'est une question au-delà de la maîtrise de la dépense, c'est une question de gouvernance de la santé en France qui repose principalement sur une approche comptable court-termiste annuelle. On peut pas gérer un système de santé à la petite semaine et avec une approche purement comptable. Enfin, ça, je pense que ça semble évident pour tout le monde. C'est pourtant ce que l'on fait. Et c'est ce que l'on fait parce que c'est ce qu'on a intégré la santé dans une approche globale de gestion du budget social. Encore une fois, c'est depuis 25 ans, dont on devrait aujourd'hui faire prendre conscience que ça n'est pas possible. Si vous voulez, c'est la démonstration par la preuve qui est faite. Donc, cette absence de signal prix positif pour inciter à une production importante en France, qui est historiquement, encore une fois, je le redis, mais un pays leader, fondateur, extrêmement puissant sur la production pharmaceutique. Il faut prendre conscience, on ne peut pas être bon partout, mais il se trouve qu'en matière pharmaceutique, en matière de santé, on est quand même particulièrement pionnier. C'est là où souvent on dit mais oui, mais bon, vous poussez sur l'aspect santé, mais on ne peut pas s'occuper de... oui, mais Coco, là, ça c'est un actif sur lequel on a quand même des atouts très importants. Donc on ne peut pas abandonner ce secteur-là, ou alors tout est possible, ou alors on part complètement à volo et on descend notre civilisation de quelques étages. Bon. Donc en effet, la gestion comptable uniquement du rabotage du prix se paye par un abandon de production, une baisse de production et une absence de production des produits innovants en France. Ce n'est pas fini. Si on ne change pas le logiciel, ça ne peut que s'aggraver à court terme. Pourquoi ? Ce n'est pas une vision pessimiste de l'avenir. C'est que vous avez quand même, tout le monde l'a vu, une crise, une inflation très forte du fait d'une crise énergétique qui n'est pas liée à la guerre en Ukraine, contrairement à ce qu'on pense, qui est juste qui aggrave simplement ce fait-là, mais qui est lié à un mix énergétique qui doit évoluer, et ce qui fait que le coût de l'énergie augmente. Bon, pas rentrer là-dedans, mais ça touche aussi la production pharmaceutique, qui est plutôt énergivore, et donc qui est victime tout d'un coup d'une très forte hausse des coûts de production, qui fait que quand vous êtes sur un marché à très faible marge, là aussi il n'y a pas besoin d'être économiste pour comprendre que vous passez d'une production très très légèrement, soit à l'équilibre, soit très légèrement bénéficiaire, à une production à perte. Donc, ce qui fait que ça ne fait qu'aggraver ça. Et encore une fois, si on ne regarde pas ce sujet-là de façon plus précise, je ne vois pas très bien comment beaucoup d'usines ne peuvent que fermer ou produire, en tout cas fermer sur le plan de la production actuelle pharmaceutique. Il y a un autre élément un peu macro sur cet aspect-là, qui est un élément de gouvernance, et ça a été dit avant moi, qui fait que, en fait, il n'y a pas de pilote dans l'avion. On ne prévoit pas, pour mettre en adéquation l'offre et la demande, il faut par définition qu'on ait une évaluation de la demande, des besoins, qui soit quand même la plus précise possible. Bon. Et comme, encore une fois, on était dans un pays qui avait la chance, c'est encore le cas aujourd'hui, pour vous donner un peu, dépenses pharmaceutiques au prix fabricant hors taxe, c'est un peu moins de 30 milliards et on exporte plus de 30 milliards. C'est encore un secteur dans lequel on a un excédent de la balance commerciale d'environ 5 à 6 milliards, là où on a un déficit de la balance commerciale globale de 85 milliards en 2021, et ça s'est largement aggravé en 2022. Donc, c'est là où je dis que on a tout pour ne pas faire en sorte que ce qui se produit là ne se produise pas. Si on a une politique un petit peu plus adaptée, une politique qui comprenne l'ensemble des parties prenantes. Il n'y a pas de solution miracle à l'échelle de l'État. La responsabilité, elle est collective, elle est aussi bien dans ceux qui représentent l'industrie que dans ceux qui pilotent le système sur un plan administratif et ceux qui pilotent le système sur un plan politique, comme les erreurs des économistes passés et des professionnels de santé qui peuvent aussi améliorer l'usage du médicament
Donc, on met tout ça, encore une fois, tout ça dans une responsabilité très collective. Il y a un problème de gouvernance à la petite semaine qui fait que, et là, j'arrive sur le cas de l'amoxicilline, qui fait qu'on a une telle incapacité ou un manque d'outils pour essayer d'anticiper toute pic de la demande, comme ça s'est passé là, et surtout dans le domaine des médicaments génériques ou des médicaments matures de façon générale, chaque producteur en fait prévoit ses besoins de production, fait son planning de production en fonction de ses propres prévisions. Donc, on n'a pas de vision globale du marché, mais c'est chaque producteur qui fait encore une fois son propre planning. Alors, il se trouve que là, 2020 à 2021, on a eu plutôt une sous-consommation de médicaments. Et ce que fait un industriel de façon générale, c'est qu'il fait ses prévisions pour l'année N+1 en fonction de ses productions, de ses ventes de l'année N-1 et N-2. Donc forcément, là, on a sous-évalué, même s'il n'y avait pas eu le pic de demande lié à la triple épidémie, notamment à l'épidémie de bronchiolite pour l'amoxicilline, de toute façon, on aurait eu un système très tendu sur la chose. Pour justifier de ce que je disais sur le problème systémique, c'est qu'on est un des pays développés avec l'intervention précédente l'a très bien expliqué, avec des pénuries de médicaments, des tensions sur les stocks qui sont depuis une dizaine d'années de façon croissante. Tous les pays ont 200 à 300 spécialités qui sont en tension sur une année de stock. Il y a à peu près 12 000 spécialités sur le marché. 3 500 principes actifs, 12 000 spécialités. Donc, mais en avoir quelques pourcents en tension, c'est normal. C'est ce qu'on avait en 2010. Aujourd'hui, en 2021, on est sur un niveau de signalement un peu inférieur à 2000 spécialités. On prévoit près de 3000 spécialités sur 2023, c'est-à-dire un quart des spécialités qui vont être en tension, dont certaines spécialités qui sont certes sur des vieux médicaments, mais extrêmement stratégiques, comme l'amoxicilline, qui représente à peu près 2/3 des prescriptions d'antibiotiques sur un plan pédiatrique, et certains médicaments en oncologie qui représentent un risque vital si vous avez une pénurie. C'est là où le problème devient un problème de santé publique extrêmement important sur le fait. Bon. La question du pilotage. La question du pilote, on parlait du pilote. Donc la question du pilote, on parle de la France pour relocaliser, mais est-ce que ça serait plutôt l'Europe? Non, mais localiser, je viendrai, c'est le dernier point que j'aborderai. D'accord. Il est 20h07, je vous promets de ne pas déborder. Non, mais il n'y a pas de souci. Peut-être que si. Mais sur le deuxième point, c'est en effet, il faut des outils, mais enfin, une puissance comme la France. Ça fait un peu mal de penser qu'on n'a pas les outils de prévision, mais c'est comme on n'a pas l'horizon scanning. Vous savez, ce qu'ont la plupart des pays développés, c'est que pour prévoir, parce que c'est une chance d'être dans une ère, parce qu'il y a un paradoxe, désolé, je suis un peu intéressé par le macro en général et l'aspect macroéconomique des choses, mais il faut voir qu'on est dans une ère d'innovation formidable. On est dans un système en pleine crise avec une ère d'innovation qui n'a jamais été aussi prolifique. Bon. Mais cela dit, qui dit innovation dit risque de forte hausse des dépenses de santé. C'est pour ça qu'on a des systèmes d'horizon scanning qui permettent d'anticiper quelques années avant ce qui va sortir, d'accord, et qui vous permet donc d'ajuster les choses. Ça, on ne le fait pas en France. Bon. Mais donc, au niveau de la production, on n'a pas d'observatoire national, public, pour prévoir les besoins de notre marché. Ben, ça paraît fou, mais bon, on n'a pas. D'accord ? On a les dépenses de public les plus élevées au monde, mais on n'a pas ce petit objet-là qui est pourtant indispensable parce que vous ne pouvez pas faire ça comme ça sur un coin de table. Donc, il faut le faire. Donc, évidemment, il faut cet observatoire national. Je crois que l'Académie nationale de pharmacie le demande depuis des années. Bon. Alors, on a fait des choses, on n'a pas non plus une bonne estimation des stocks. Madame avant moi parlait en effet, on a exigé au laboratoire 2 mois de stock. Enfin, comme il n'y a aucune contrainte à cette exigence, on a une gestion très naïve des choses. Vous voyez ?
puisqu'il y a une responsabilité collective, il y a aussi une responsabilité de la part des gamins. Mais quand vous avez un marché sur lequel vous produisez à perte ou vous vendez sans beaucoup de bénéfices, il est évident que vous avez intérêt à vendre avant tout à d'autres marchés. Bon, et c'est ce qui se passe, y compris chez les grossistes répartiteurs, puisqu'il y a même des grossistes répartiteurs qui ont intérêt à vendre une bonne partie de leur stock à d'autres pays avant de le faire en France. Bon, mais attention, hein, c'est pas, faut pas tirer de ce que je veux dire. Mettons plus de contraintes sur les grossistes répartiteurs et sur l'industrie. Non, non, s'il n'y a pas de viabilité économique au système en France, ce n'est pas la peine de foutre toutes les contraintes sur les choses. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait un ensemble de mesures sur la chose. Dernier point sur… Qu'est-ce que vous m'avez demandé? Vous m'avez interrompu pour… Pardon. Oui, c'était parce que c'est la puissance. C'est qui la force de frappe? C'est à quelle échelle? C'est à l'échelle européenne. On entend beaucoup parler. On parle de relocalisation en France. Oui, la relocalisation. Ça va être compliqué. Non, mais la fausse bonne d'abord. Comme ça. Relocalisation, nous sommes une puissance industrielle pharmaceutique. Je rappelle, on a 265, 270 usines. Il faut dynamiser ce potentiel-là. Comme ça a été dit avant moi, nous fabriquons principalement des vieux médicaments, mais très peu de nouveaux médicaments. Ça, c'est un autre sujet qui est lié qu'en général, on produit les nouveaux médicaments là où on les invente, proche des centres de recherche. Et le déclin de notre recherche, on l'a vu avec l'ARN messager, fait que c'est la production des vaccins, c'est en Allemagne et aux États-Unis, là où on les a inventés. Ça, c'est classique. Donc, à partir du moment où vous déclinez sur un plan de l'innovation, vous déclinez sur un plan de la production des produits innovants. Alors, moi, je veux bien qu'on soit l'Inde ou la Chine de l'Europe. Ça peut être une stratégie. C'est-à-dire de se dire, on abandonne l'innovation et on se met sur les vieux produits. Mais à ce moment-là, il faut revoir le modèle social. Parce que vous ne pouvez pas, c'est un peu comme dans les voitures, où on s'est positionné sur le bas de gamme, et comme maintenant on délocalise, on se dit, en fait, ça n'y arrive pas. Oui, c'est sûr que les coûts de production, forcément, sont liés à votre modèle social. Et donc, soit on abandonne notre modèle social et on passe à un modèle américain qui fait que chacun se protège socialement. Et à ce moment-là, ça va être formidable. On aura des coûts de production qui vont tout d'un coup devenir beaucoup plus faibles. Mais vous voyez, il faut un peu avoir une cohérence un peu politique. On a, même si tout n'est pas parfait, mais enfin, historiquement, on est un pays qui se préoccupe plutôt de justice sociale et d'égalité des droits. Alors, on peut le regretter ou pas, mais c'est comme ça, et je pense qu'on ne changera pas ça à court terme. Donc, il faut vivre avec des coûts de production qui sont élevés. Donc, il faut un niveau de gamme qui soit le plus élevé possible dans ce que vous produisez. C'est la même chose pour le pharmaceutique. Donc, il faut privilégier la production de produits innovants, et il faut, pour les produits matures sur lesquels on a une histoire et sur lesquels on doit continuer à produire, parce que notamment on a des besoins importants, c'est 400 millions de boîtes de paracétamol par an. C'était pas pour ça, vous savez que le paracétamol, juste pour la petite histoire, c'est que le problème qu'on a, c'est qu'on a voulu protéger les parts de marché de Sanofi, et qui fait que le Doliprane n'est même pas un générique en France. D'accord ? Donc, vous ne pouvez pas, les génériqueurs ne peuvent pas produire, et on a laissé 90% des parts de marché à UPSA et à Sanofi, pensant protéger ces laboratoires-là. En fait, ce que l'on a fait, c'est qu'on a fait qu'affaiblir la capacité de recherche prenons surtout Sanofi, de Sanofi, qui fait qu'on a un géant qui est au pied d'argile parce qui a perdu beaucoup de capacité d'innovation en protégeant ces parts de marché-là. Donc, ça, c'est vraiment de la mauvaise stratégie historique de la chose. Mais donc, il faut génériquer évidemment le Doliprane, parce que quand vous génériquez, vous passez d'un modèle qui est presque oligopolistique, quelquefois monopolistique, mais oligopolistique, peu concurrentiel, à un modèle très concurrentiel. Et plus vous avez de concurrence, en fait, moins vous êtes dépendant de l'état de santé d'un producteur. Là, il s'est trouvé que Sanofi a eu des mouvements sociaux importants et a dû ralentir son rythme de production, et qui fait que le Doliprane, il a fallu le contingenter quantitativement sur le chose. Vous voyez, ça, on le paye. L'amoxicilline, c'est un autre problème, c'est ce qui a été dit avant moi très bien, c'est vraiment un problème de signal-prix. Vous savez, voilà. Là, il y a un vrai, encore une fois, très simple, c'est qu'on est rentré dans une zone économique
qui fait que les producteurs, véritablement, n'ont pas vraiment intérêt aujourd'hui à produire de l'amoxicilline. Ce n'est pas tellement un problème, là, si je peux me permettre une petite correction par rapport à ce qui a été dit. Pour ce cas-là, hein, j'entends, parce que c'est vrai, mais ce n'est pas tellement que le principe actif soit fait en Chine et en Inde, même s'il y a des problèmes en Chine avec la sortie de la stratégie zéro Covid, c'est vraiment un problème de conditionnement final qui se fait là. On n'a pas on a suffisamment de principes actifs, mais on a un vrai problème de tension sur le conditionnement final. Donc, il y a des mesures court terme qui doivent être prises pour conclure. Je l'ai suggéré sur un plan de revoir une gouvernance beaucoup plus participative entre les acteurs. Il faut que tout le monde soit mis devant ses responsabilités avec clairement un observatoire qui soit mené pour qu'on ait une vision très claire et on en est plus que capable des besoins réels, même s'il y aura toujours des pics de demande qui ne sont pas anticipables, comme ça a été le cas pour la bronchiolite. Hein. Ne simplifions pas à l'extrême. L'épisode exceptionnel de bronchiolite a entraîné une consommation exceptionnelle de choses. Il faut voir que les cycles de production, les cycles industriels sont beaucoup plus longs que la hausse des besoins lorsqu'il y a un pic exceptionnel. Hein. Donc, il y a aussi ce facteur-là qui est conjoncturel, qui fait qu'il y a une tension qui était peut-être difficile à éviter. Mais encore une fois, ça va bien au-delà, puisque je vous dis qu'il y a une… Enfin, les Français le savent, je crois qu'il y a près de un tiers des Français qui ont déjà expérimenté une pénurie de médicaments, donc c'est quelque chose qui devient assez massif. Donc il y a des mesures conjoncturelles à prendre pour améliorer la situation, mais c'est surtout des mesures structurelles à travers une refonte pour sortir d'une vision comptable des choses et faire basculer notre modèle vers le 21e siècle. Dernier point que je n'ai pas abordé, on ne peut pas tout aborder, mais il faut, pour bien gérer le médicament, il faut respecter le cycle économique du médicament. Les pays les plus performants dans la gestion du médicament sont ceux qui respectent ce cycle économique, c'est-à-dire que vous avez un accès au marché rapide avec une bonne valorisation des innovations, et une fois que vous tombez dans le domaine public en matière de brevets, là vous avez un marché du générique qui est très important. En France, comme il n'y a pas de pilote dans l'avion, on laisse les lobbies agir. Et les lobbies n'ont pas intérêt industriel, n'ont pas intérêt qu'il y ait un marché du générique trop fort. Les lobbies du générique sont beaucoup plus faibles que les lobbies des princeps. Et donc, en fait, on a un marché du générique parmi les plus faibles des pays développés, autour de 40% en volume et moins de 30% en valeur. Prenez l'Allemagne, vous avez plus de 80%, c'est-à-dire plus de 8 médicaments sur 10 sont des médicaments qui sont génériqués. L'Allemagne est un des pays les plus innovants. Donc, il faut être fort sur l'innovation et fort sur le générique si on veut être un pays performant sur le plan pharmaceutique. Voilà, je vous dérange pas plus. Je vous remercie. J'aurais juste une question à vous poser, parce que dans le chat, quelqu'un nous a fait parvenir un article du Monde qui dit que le ministre allemand est prêt à mieux rémunérer ses labos pour ne pas craindre une pénurie trop forte. Est-ce que nous, en France, on n'a pas cette possibilité-là, en fait? Non, mais bien sûr, il faut prendre… Là, c'est lié, je n'ai pas lu cet article, mais c'est probablement lié au coût, à la hausse importante des coûts énergétiques qui impactent réellement les coûts de production et qui fait qu'il faut, à court terme, ce qu'on a fait pour un certain nombre pour les ménages, entre autres, mais il faut une espèce de bouclier tarifaire, de bouclier tarifaire qui peut être sous une forme d'aide comme c'est proposé là-bas, pour être sûr que les producteurs ne vont pas suspendre la production. Vous ne pouvez pas demander à un acteur privé de produire à perte, hein, même quand vous êtes dans un système de santé qui doit répondre au bien commun. Donc, c'était ce que je voulais dire par il faut un signal prix très fort. Soit vous le faites par le prix, c'est-à-dire que là où vous savez qu'il y a une production à perte, et on le sait très bien, Bercy est en capacité de suivre ça de façon très fine, mais soit vous le faites par le prix en rehaussant le prix d'achat ou de vente en fonction de là où vous vous situez des médicaments, et donc là vous avez une capacité à suivre, soit vous le faites sous forme d'une subvention ponctuelle. Moi, je serais plus favorable à des solutions durables, c'est-à-dire par le prix, parce qu'il y a juste dernier point, il y a vraiment une incohérence dans notre gouvernance du médicament, c'est qu'on écrase les prix des vieux médicaments au maximum jusqu'à avoir un risque de n'être plus viable économiquement, mais en fait, on garde
Parce que puisqu'on n'est pas bon sur l'innovation et pas bon sur le générique, il faut qu'on soit meilleur ailleurs, qui est sur le moyenne gamme. Mais en fait, le marché est devenu un marché soit d'innovation, soit de générique aujourd'hui. Donc en fait, dans les pays performants, vous avez une moyenne gamme qui est très faible. Et nous, il est important parce que les médicaments de princeps essaient de reporter le plus tard possible l'arrivée dans le générique. Donc, on a une masse d'économie très importante à faire en accélérant le marché du générique, mais à un prix suffisant. Donc, vous voyez, c'est là où il y a quelque chose de structurel. Donc, à court terme, en tout cas, il faut s'assurer que ça a été dit très bien aussi avant moi, c'est que vous savez qu'en France, on n'a pas identifié les molécules indispensables. Hein, ce qu'on appelle, c'est-à-dire qui représente, c'est la règle des 20-80, c'est que vous garantissez 20% la production et le stock suffisant de 20% des spécialités pharmaceutiques, vous réglez l'essentiel des problèmes. Mais on n'a même pas identifié ces 20%-là en y mettant un système de suivi plus spécifique. Donc, voilà. Et juste, encore une dernière, on parle, est-ce qu'on pourrait sécuriser ça avec un labo national ou européen? Est-ce que c'est des idées farfelues parce qu'aujourd'hui, tout est dans le privé au niveau de l'industrie pharmaceutique? Est-ce que ça pourrait garantir, ou finalement pas, et ça serait contre-productif, d'avoir une sorte de pharmacie, de labo étatisé, oui? Alors, deux choses par rapport à ça. Il y a mes amis de la gauche, très gauche, hein, LFI et tout ça, puisque au sein de l'Institut Santé, nous avons tous les courants. Hein. Et donc, comme ici. Évidemment, vous allez tout de suite dire, mais puisque la situation est comme ça, il faut faire une branche publique, un producteur public de médicaments. Ça semble comme ça bienvenu. Bon. D'ailleurs, on a relocalisé avec de l'argent public la production de paracétamol. On a mis 100 millions d'euros sur la table pour réouvrir une usine qui avait fermé parce que justement la production de paracétamol en France devenait déficitaire. Bon, mais est-ce que c'est un bon usage d'argent public de construire une usine qui n'est pas viable économiquement? Je vous laisse répondre à la question, mais évidemment que non. Donc, le problème n'est pas public-privé, comme très souvent on le pense. Le problème, il est qu'il faut qu'il y ait une logique économique qui soit respectée. D'accord ? Donc, moi, je veux bien qu'on transforme les usines aujourd'hui privées en usines publiques, mais croyez-moi que ce n'est pas une bonne décision économique. Sur un plan politique, j'entends les sensibilités qui se disent tant que c'est l'État, ça ira bien. Mais enfin, je dis toujours que l'argent public doit être évidemment beaucoup mieux géré que l'argent privé, parce que c'est l'argent de tous. Et donc, nous tenons tous ici probablement à tous ceux qui participent à cette réunion à ce que notre argent soit bien géré. Et si nous mettons en place, pour substituer à l'incapacité du privé de pouvoir produire des médicaments, une instance publique, c'est vraiment un très, très mauvais usage de notre argent public. Donc, juste en tant que citoyen, je mets de côté cette question-là. À penser que les privés sont tous des pure cupide. Je sors une tribune dans quelques jours sur le poison de la financiarisation. Donc, il y a un vrai poison de la financiarisation et l'industrie pharmaceutique est une industrie très financiarisée. Donc, il y a une vraie dérive. Mais ça se contrôle comment ? Par de la gouvernance. Donc, quand vous cumulez des prix trop bas pour que le système puisse fonctionner économiquement et une absence de pilote dans l'avion, vous avez ce qu'on a en France. Très bien. Moi, je crois que c'est très clair pour moi. Je vous remercie beaucoup de cette intervention. Merci à vous et désolé de ne pas pouvoir rester parmi vous, mais je passe sur une autre conférence. Voilà, donc désolé. Merci à vous. Hein. Au revoir. Merci beaucoup et puis sûrement à bientôt. À très bientôt. Au revoir. Alors, Sonia, je pense que le propos a été bien continué avec l'intervention de Frédéric Bizard. Tu voulais rajouter encore quelque chose? Sinon, on va partir avec Karine Rio qui, elle, va vraiment, là, parce que là, elle peut être lancée comme une fusée sur son propos aussi. Oui, moi, effectivement, c'était très, très intéressant parce que c'était très étayé. Moi, je voulais juste compléter en disant qu'il faudrait qu'on réfléchisse sur
fonctionnement de la Suisse parce que dans les plus gros fabricants de substances pharmaceutiques actives pour les médicaments commercialisés en Europe, je parlais tout à l'heure de l'Inde qui est en numéro 1. En numéro 2, il y a la Chine. En numéro 3, il y a les États-Unis par rapport à l'innovation. Mais en numéro 4, c'est la Suisse. Donc voilà, donc il faudrait, ça fera peut-être partie d'un autre Donc, même un petit pays est sujet. capable d'être un leader. Exactement, Et exactement. comme la La France, Suisse c'est est pas un petit 4e. pays. Et oui, et donc ça doit nous interroger. Il faudrait se pencher sur leur stratégie parce que, comme disait l'intervenant tout à l'heure, c'est vraiment stratégique. Il faut réfléchir à grande échelle et non pas à la petite semaine, ce qui malheureusement pour l'instant on essaie de pallier au plus urgent, donc on n'arrive pas à réfléchir très loin. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter, mais voilà, je laisse la place aux autres parce qu'il y aura certainement d'autres interventions intéressantes. C'est ça. Donc là, je vais vous présenter Karine Rioux, directrice générale d'une société de l'industrie orthopédique et qui me fait le plaisir et l'honneur de venir parler avec nous de ce sujet combien préoccupant, on va dire, sur ces dernières années, même, et encore plus ces derniers mois. Merci Karine d'être là. Merci au docteur Brosset et merci au collectif Santé en danger de me donner la parole ce soir. Donc, effectivement, c'est une première pour moi. Je vais essayer d'être au niveau. Comme l'a dit le docteur Brosset, je vais m'exprimer en mon nom propre et pas celui de ma société. Et puis, donc, vous donner, on en a beaucoup parlé depuis tout à l'heure, vous donnez un peu le point de vue de l'industriel et qui ne sera pas celui du labo pharmaceutique, mais celui, un peu plus précisément, des laboratoires de dispositifs médicaux implantables. Donc, aujourd'hui, cette industrie, elle est impactée sur plusieurs plans, des plans macro qui sont le plan réglementaire et, on en a beaucoup parlé déjà aussi, le plan économique. Et tout ceci, on le verra tout à l'heure, conduit à une diminution de l'offre produit que vous pouvez proposer à vos patients. Alors, si on commence par l'aspect réglementaire, il faut savoir que devait être mis en application en mai 2024 ce qu'on appelle le nouveau marquage CE MDR, donc Medical Device Regulation. Et suite à un accord donc, entre les États membres de la Commission européenne, nous sommes en attente aujourd'hui d'un vote au Parlement européen pour décaler et reporter cette mise en application pour mai 2027. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il y avait plus de 25 000 dossiers de dispositifs médicaux implantables à traiter et seulement 6 000 ont pu l'être. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le nombre d'organismes notifiés qui peuvent valider ces dossiers n'a pas la capacité de traiter l'ensemble des dossiers avant la mise en application théorique de mai 2024. En gros, si je peux vulgariser un peu, oui. Pour mettre un implant dans une personne, que ce soit une valve cardiaque, une prothèse de hanche, une prothèse mammaire, il faut, comme sur les jouets pour Noël, un marquage CE et il faut un organisme qui met ce marquage. Et aujourd'hui, les organismes notifiés, on les appelle comme ça, il n'y en a pas beaucoup. Et malheureusement, sur les étagères, ils ont, tout à l'heure, il y a Frédéric Bizard qui en parlait, on a beaucoup d'innovations en ce moment. Il y a beaucoup d'avancées dans les implants et du coup, les étagères se sont remplies très vite, notamment parce que la législation a changé. Et c'est ce que tu es en train d'expliquer. Oui. On n'arrive plus, donc on va faire au moins un stop, une pause ou peut-être un stand-by plus long afin de mieux réguler ce problème-là. Oui, parce que sinon, ça veut dire qu'en mai 2024, potentiellement, certains dispositifs, pour ceux qui n'auraient pas pu avoir les marquages CE dans les temps, certains dispositifs auraient pu purement et simplement être arrêtés à la date du 24 mai 2024. Donc, ce qui veut dire dans un an maintenant, et il y avait vraiment un engorgement de tous ces services, parce qu'effectivement, quand la réglementation a été changée, le nombre d'organismes habilités à donner ces certificats CE a été diminué également, puisqu'il y avait encore plus d'exigences, donc on a diminué ce nombre d'organismes. Donc, cette réglementation, on le voit, ce passage, ce changement de marquage CE, aujourd'hui, il a pour risque que certains dispositifs médicaux implantables ne puissent plus avoir le niveau de preuve nécessaire pour continuer à être produits et distribués. Pourquoi? Parce qu'il faut un certain nombre de data cliniques
pour pouvoir conserver un produit sur le marché. Et aujourd'hui, si on parle de produits qui sont spécifiques à des indications peu communes ou des patients, enfin peu nombreux, forcément, on va avoir moins de data clinique et donc on ne pourra pas resoumettre ou on ne pourra pas avoir le marquage CE de ces produits-là. Donc, ça veut dire que petit à petit, on va avoir, ou on a déjà sur certains segments, on a des disparitions pures et simples de produits et ça peut encore s'amplifier parce que sur des pathologies spécifiques, on ne pourra jamais avoir des milliers de data disponibles pour marquer CE ces produits. Donc, cette nouvelle réglementation, c'est aussi un énorme frein à l'innovation. On en a beaucoup parlé aussi depuis tout à l'heure. Aujourd'hui, cette nouvelle réglementation exige 2 ans de recul clinique avant de pouvoir utiliser ce produit sur le marché européen. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement aujourd'hui? Ça veut dire qu'en Europe, l'innovation n'est plus possible pour les dispositifs médicaux implantables et qu'il faut pouvoir utiliser ces produits dans d'autres pays hors communauté européenne pour disposer des 2 ans de recul clinique et pour être autorisé à le diffuser sur l'Union européenne. Donc voilà, donc on est dans une certaine sans parler d'incohérence, mais difficulté en tout cas. Et la France était quand même un pays, si on parle purement de l'orthopédie, un pays qui était très fort et depuis très longtemps en innovation. Et aujourd'hui, la crainte des industriels, c'est effectivement de ne plus pouvoir innover, en tout cas de devoir passer par d'autres pays pour pouvoir sortir des produits innovants et continuer à faire des développements de produits. Alors, si maintenant on part sur l'aspect économique, aujourd'hui les impacts ils sont très nombreux. Alors d'abord, je vais reboucler sur l'aspect réglementaire. Je vous ai parlé de ces dépôts de dossiers de marquage CE. Aujourd'hui, avec la nouvelle norme, il faut savoir que ce dépôt de dossier de marquage donc, est obligatoire pour chaque produit. Il est au minimum de 100 000 €. Donc, chaque soumission de nouveaux produits ou juste de renouvellement de marquage CE de produits, ça coûte à l'industriel un montant minimum de 100 000 € par produit. Donc forcément, ça va impliquer aussi des choix pour les entreprises et là encore potentiellement la disparition de certains produits. On en a un peu parlé aussi, l'industrie subit l'impact direct du coût de l'énergie et des matières premières. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, un produit, il n'est pas fait à un seul endroit ni sur une seule entreprise. Ça veut dire que l'ensemble de la chaîne de fabrication et des sous-traitants est impacté par des allongements de temps de fabrication et évidemment par des augmentations des coûts de production. Donc, tout ça, ça va, vous l'avez compris, comme il y a différentes étapes de fabrication, tout ça, ça va se répercuter et se cumuler à la fin. À ceci s'ajoute un nouveau projet de baisse de tarifs de remboursement de la sécurité sociale. Donc potentiellement, donc c'est paru au journal officiel, c'est un projet de loi, pardon. Donc potentiellement, il y aurait un impact par exemple sur les prothèses de hanche et de genou de 3%. Donc, ce qui veut dire qu'on parlait tout à l'heure de l'attrait de certains marchés. Potentiellement, quand on parle d'industrie ou d'entreprise internationale, si vous annoncez une perte pour 2023 de 3% sur le chiffre d'affaires, c'est toujours un peu perturbant. Et enfin, ou alors cerise sur le gâteau, pour 2024, il y a un projet d'arrêt de remboursement, par exemple des implants, des prothèses de hanche et de genou. Alors, ça va rejoindre ce que Sonia Rabotson disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a pas le système de grossiste pour tout ce qui est dispositif implantable, on a cette chance, mais dès l'instant où on va passer dans un système de déremboursement, ça veut dire que là encore, ce sera un système d'acheteurs qui vont focaliser majoritairement sur les prix et que là, on va s'adresser à un niveau de volume et de tarif et que forcément, l'offre pour les praticiens ou pour les patients va être diminuée de fait puisque les préoccupations sont un peu plus économiques que d'adresser l'ensemble des pathologies ou des indications. Pardon. Donc, on a concrètement, c'est quoi la conséquence de ça? Concrètement, c'est que globalement… Si tu prends un exemple, une prothèse de hanche par exemple. Alors oui, justement, c'était l'exemple que je voulais faire. Merci. Donc, typiquement, sur une prothèse de hanche, en fonction de l'âge du patient ou des propriétés mécaniques d'un produit, on va pouvoir proposer aux patients des solutions techniques qui vont être plus ou moins pérennes dans le temps ou qui vont leur permettre de faire plus de sport. Enfin, voilà, une solution qui va être adaptée
à l'âge de patient ou à sa condition physique ou à ses souhaits. Aujourd'hui, concrètement, et c'est là-dessus que le prix, par exemple, sur la première session va le plus baisser, c'est sur l'alumine. L'alumine, c'est un matériau qui va permettre d'avoir vraiment des résistances mécaniques très, très importantes et de permettre aux patients de ne pas forcément avoir une seconde intervention. Il va pouvoir avoir une durée de vie de son implant qui va être beaucoup plus importante. Aujourd'hui, c'est la bille qui vient frotter sur l'implant qui est sur le bassin quand on parle d'une hanche. Et ça, l'alumine, ça ne s'use pas en termes de vie humaine. Donc, c'est pour ça qu'on utilise souvent cet implant-là pour les patients plus jeunes et très sportifs. Voilà. Exactement. Et donc ça, entre la baisse de tarifs et ensuite le déremboursement, forcément, les institutions vont aller vers des produits qui sont beaucoup moins chers et en termes de fabrication et en termes de prix, mais qui peuvent avoir des niveaux d'usure un peu différents. Voilà, donc ça… donc, c'est une fausse bonne idée, quoi. C'est un risque important, encore une fois, pour l'offre patient et pour les chances des patients, en fait. Il y a des risques de perte de chance patient parce qu'aujourd'hui, ils n'auront plus accès à l'ensemble des solutions. Le marché de la prothèse, c'est aujourd'hui un marché qui est assez mûr et où on a des solutions techniques qui conviennent très bien aux patients. Aujourd'hui, on va segmenter et peut-être adresser de manière différente le traitement de ces patients. Donc, effectivement, risque de perte de chance. Et puis, donc, le sujet qui nous occupe aujourd'hui, et là encore, du point de vue de l'industriel, je finirai sur la partie tension en matière d'approvisionnement. Alors, on en a beaucoup parlé, mais effectivement, le Covid, ça dépend un peu des produits dont on parle ou des industries, mais par exemple, pour la prothèse, le Covid, ça a été un énorme coup de frein. Donc, c'est-à-dire que du jour au lendemain, les prothèses se sont arrêtées. Donc, la fabrication s'est arrêtée aussi et que ça, couplé à la guerre en Ukraine ensuite et donc aux tensions sur les matières en approvisionnement, ça a forcément impacté l'ensemble du circuit. Donc, au redémarrage post-Covid, il a fallu réadapter les prévisions et la production. Parce qu'effectivement, comme l'a dit Monsieur Bizard, normalement, on fait des prévisions par rapport à l'année N-1, N-2 et on prévoit les ventes sur l'année suivante. Avec le Covid, tout a été stoppé et du coup, on est reparti sur des prévisions où là, c'était beaucoup moins intuitif et où on a eu des variations très importantes. Il était très, très, très difficile de prédire ce qui allait se passer sur l'année 2020 et encore 2021. Donc, tout ça, forcément, ça impacte la saisonnalité, nos prévisions. Et puis, on a eu aussi, au niveau de toute la chaîne de fabrication, on a eu des impacts différents, c'est-à-dire en fonction des fournisseurs ou des sous-traitants. Il y a eu parfois des rallongements de temps. On parle de matières premières. Si la matière première, dès le départ, arrive un peu plus tard que d'habitude, si le sous-traitant prend un peu plus de temps parce qu'il y a aussi les problèmes énergétiques, chaque étape du processus de fabrication va être allongée. Donc, l'ensemble du temps de fabrication du produit va être allongé. Et quand on a en plus un redémarrage d'activité qui est très important et peut-être au-delà de ce qui était attendu post-Covid, on se retrouve avec un redémarrage très important, une production plus longue et il faut un peu de temps pour que tout cela se recale correctement et qu'on arrive à remonter les niveaux de stock et repartir sur des bases plus solides. Excusez-moi, Karine, j'ai une question dans le chat. Est-ce que l'entreprise, l'économie des entreprises qui gèrent les implants sont en difficulté? C'est une question. Je dirais qu'aujourd'hui, non. Après, est-ce que l'industrie est préoccupée? Oui. Je vous ai parlé donc de tous ces coûts qui augmentent. Je vous ai parlé des baisses de tarifs qui arrivent et pour 2023 et potentiellement sur 2024. Donc, forcément, c'est des choses qu'on suit et qu'on doit évaluer pour la pérennité de l'entreprise et de l'offre. Est-ce que, du coup, excuse-moi Thomas, est-ce qu'on peut penser que les industries vont donc augmenter les tarifs? On ne peut pas, ils sont capés par le tarif de remboursement de la Sécu. Donc, en fait, et c'est ces tarifs-là qui vont baisser d'au moins 3% en 2023. Tu peux dire le prix, hein, Karine, hein, ce n'est pas un secret. Les prix ils changent en fait en fonction des types de produits, mais on tourne entre 1 600 € ou 2 000 € de la prothèse.
Ça dépend Voilà. des types de prothèses. Mais c'est complètement réglementé par le tarif de remboursement de la sécurité sociale, qui n'a fait que baisser au cours des dernières années. Donc, il y a eu des baisses drastiques au départ. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le gouvernement a pour objectif de faire baisser de 17 millions d'euros les dépenses pour la partie orthopédique, donc uniquement hanches et genoux, et je crois que c'est 200 millions sur l'ensemble des dispositifs médicaux implantables. Bon. Moi, la question qui me vient, c'est est-ce que quelqu'un qui aura les moyens de se financer une prothèse à lumine à 50, 60 ans pourra tout de même le faire? Aujourd'hui, ce n'est pas le modèle, mais effectivement, puisqu'on est dans la discussion, ce n'est pas le modèle et aujourd'hui, ce n'est pas possible puisque c'est un tarif remboursé. Mais peut-être que si on arrivait à un déremboursement, ça pourrait faire un peu comme dans l'optique, qu'il y aurait des options pour pouvoir participer au montant de l'implant. Ou de dentaire? Oui, pareil. Oui, bien sûr. D'accord. Ouais. Mais aujourd'hui, en tout cas, ce n'est pas possible. Pour remettre le truc dans un contexte peut-être plus international, parce qu'aujourd'hui, les industries des dispositifs médicaux implantables, c'est quand même des entreprises internationales. La France est un marché qui peut inquiéter, comme ça a été dit. Par exemple, l'exemple de la prothèse, on la prend depuis le début, donc c'est facile, moi je connais, en plus ça tombe bien. On va dire c'est 2 000 € en France, vous allez en Australie, au Japon, c'est 6 000 €. En Inde, ça peut être moins cher, mais en Inde, ils sont à 1 milliard. Donc, même si elle est à 1 000 €, le labo, l'industriel, lui, son coût de revenu, vu la quantité, il aura plutôt intérêt à développer son activité là-bas. Et donc, un marché français qui est intéressant parce que pays riche, qui va payer ses prothèses, etc., devient de moins en moins attractif, en fait, même pour des très grands groupes internationaux. C'est ce que nous, on voit, on pressent, et ça participe un peu à la tension aussi actuelle. J'ai une autre question dans le chat. Est-ce qu'on peut envisager des prothèses génériques, comme on peut trouver des médicaments génériques? C'est déjà plus ou moins le cas. Donc, la prothèse, ça existe depuis très longtemps. Et sur la partie prothèse de hanche, on arrive quand même à des solutions identifiées qui sont quasiment génériques. C'est-à-dire que sur différents laboratoires ou différents fournisseurs, on va avoir des typologies de produits qui vont être quasi identiques. Donc oui, sur des produits, on parlait tout à l'heure de phase de vie de produit ou en tout cas de phase de développement. On a des produits là aussi qui sont totalement matures et qui ressemblent, même si ce n'est pas appelé comme ça aujourd'hui, qui ressemblent à des génériques. Et c'est aussi ceux-là, probablement, qui, si on arrive au déremboursement, reviendront sur le devant de la scène et seront le plus utilisés. Pour moi, c'était quand même bien clair, l'histoire. Bon, c'était pas mal orthopédie, mais l'orthopédie, c'est un exemple. Mais ça marche pour tous les dispositifs médicaux implantables à l'heure actuelle en France. Alors, du coup, Karine, je te remercie beaucoup. Merci. J'espère que tout le monde aura pu prendre conscience aussi de ces difficultés-là. Et une fois de plus, on a envie de dire qu'il faut un pilote, une gouvernance, une vision un peu plus à long terme. Et cette vision, ils ne l'ont peut-être pas à l'hôpital non plus. Alors, Julie, t'es où? Julie Allemand, avec un micro ouvert, ça sera mieux. Je vous présente Julie Allemand, médecin infectiologue à Marseille, qui travaille à l'hôpital européen et à Aubagne. C'est bon, vous m'entendez? Ça y est, on t'entend. Ah, super, ça va. Oui, donc moi, je vais vous parler plus précisément des problèmes de rupture dans les anti-infectieux. Alors, en fait, ce n'est pas un problème nouveau. On en parle beaucoup depuis quelques semaines, mais c'est quelque chose qu'on connaît depuis très longtemps, nous, dans le domaine de l'infectiologie. Mais je voulais quand même refaire un petit point quand même sur les ruptures grâce à la pharmacienne de l'hôpital européen qui m'a fait gentiment un petit topo exhaustif. Il faut quand même rappeler ce qui concerne les ruptures de médicaments à l'hôpital et voir en quoi c'est tellement préoccupant. C'est-à-dire qu'en milieu hospitalier, on a des ruptures d'aspégiques injectables, donc bien sûr indispensables pour les AVC, indispensables pour les ischémies aiguës des membres inférieurs, pour les infarctus. Idem pour les thrombolytiques. Donc, on est quand même sur des médicaments de premier recours.
Et également, comme ça a été évoqué, les chimiothérapies avec la bléomycine, la BCG-thérapie pour les cancers de la vessie et également les immunoglobulines. En ville, en fait, longtemps, il y a beaucoup plus de molécules qui sont touchées. Et la problématique qui a été soulevée assez fréquemment, c'est que les PUI, donc les pharmacies hospitalières, ne peuvent pas venir en aide à la ville. C'est-à-dire que ces ruptures qui touchent les pharmacies de ville ne sont pas compensées par de la rétrocession hospitalière. Ça n'est pas autorisé. C'est une problématique en termes d'organisation, d'accès aux médicaments de premier recours. Donc, on a à peu près, comme on le disait, 2000 ruptures de produits en 2022 en France. Pour donner un ordre d'idée, on avait 12,5%, on a 12,5% des références qui sont en rupture là, à l'heure actuelle, contre 6,5% en début 2022. Donc, il y a eu une accélération pour l'année 2022. Il y a eu une accélération, comme ça a été évoqué aussi en post-Covid. Pourquoi ? Parce que je ne vais pas revenir en détail, mais en gros, la France n'est plus un pays prioritaire, clairement. Nous, on le voit depuis de nombreuses années, en particulier depuis 2015 avec les vaccins. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas rentable. C'est-à-dire qu'on achète à des coûts trop bas et qu'avec l'émergence des pays en voie de développement des pays où il y a de plus en plus de demandes, parce qu'il y a de plus en plus d'accès aux soins, heureusement, nous ne sommes plus prioritaires. C'est plus du tout rentable de vendre des vaccins à la France. Ensuite, comme on l'a dit, donc on n'est plus du tout autonome. Donc, on a 60 à 80% des produits de santé qui sont fabriqués à l'étranger, donc principalement en Asie. Et par le jeu combiné de la mondialisation, de la crise économique, de l'augmentation des coûts de l'énergie, des emballages, etc., et de l'augmentation de la demande lors d'une des triples épidémies hivernales, forcément, on arrive à des ruptures. Donc, on a 21% des ruptures qui concernent les anti-infectieux, vaccins, antibiotiques, antiviraux et antiparasitaires, 2% pour les antiparasitaires, dont les antipaludéens. Donc, nous, on connaît, comme je vous disais, la pénurie de vaccins depuis 2015. Ça a touché beaucoup de vaccins. Ça a commencé avec le DT polio pédiatrique, avec des alternatives. On n'avait pas d'alternative claire pour le DT polio pédiatrique. Donc, en fait, il y a eu des problèmes de couverture vaccinale chez les enfants. On connaît toujours la pénurie du BCG, donc ça c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'il y a la recommandation qui a évolué depuis 2006 avec plus d'obligations vaccinales pour le BCG, des volumes qui sont nettement moins importants, donc la demande qui est moins importante, et donc ce n'est plus du tout un vaccin prioritaire, et de ce fait on a eu des ruptures pour ce vaccin. Et actuellement, donc, le BCG ne peut être administré que dans certaines structures, donc les CLAT et les PMI, mais surtout les CLAT en fait. Même en PMI, c'est compliqué. Donc, à l'heure actuelle, nous, ce qu'on a comme problématique sur les vaccins, donc c'est des problèmes moins importants parce que ça concerne beaucoup les voyageurs, mais on a des problématiques pour vacciner contre la fièvre jaune, contre la rage, contre l'encéphalite japonaise. C'est lié à des contingentements, à des problèmes de fabrication et de problèmes d'offre et de demande. Donc tout ça, en fait, tout ce qui touche à la vaccination, ça a donc un impact, comme je vous le disais, sur la couverture vaccinale et donc à des risques de reprise d'épidémie de telle ou telle maladie. Ensuite, pour parler des antibiotiques, donc nous, encore une fois, c'est quelque chose qu'on connaît depuis plusieurs années, depuis environ 10 ans. Ça a commencé avec l'extensiline, c'est le traitement de référence pour la syphilis. Et en fait, du jour au lendemain, on n'a plus d'extensiline en pharmacie d'officine. Avec des ruptures, donc on recherche des alternatives. Là, pour le coup, il y avait des autorisations de délivrance hospitalière, donc de rétrocession hospitalière, avec des problématiques d'accès à cet antibiotique pour une maladie qui est quand même fortement transmissible. Et les patients étaient obligés de se rendre à la pharmacie hospitalière de l'hôpital dont ils dépendaient, s'ils en avaient un proche de chez eux, pour aller chercher de l'extensiline. Donc, sans avoir été prévenus, sans que les patients soient prévenus. Donc, nous, on faisait des ordonnances d'extensiline et le patient ne pouvait pas aller chercher l'extensiline dans sa pharmacie habituelle. On a eu en 2017 la problématique de la tazociline, donc ça peut paraître anecdotique, mais nous, la tazociline comme anti-infectieux, c'est quand même un traitement de référence à l'hôpital, je dis bien à l'hôpital. Et le risque, c'était quoi ? C'était que par facilité, on arrête de prescrire la tazociline parce qu'elle n'était plus disponible et qu'on fasse une escalade de l'antibiothérapie vers les carbapénem. Et de ce fait, donc pression de sélection de bactéries multirésistantes, d'entérobactéries multirésistantes, et donc avec un impact écologique pour l'hôpital et pour la ville non négligeable. Donc, on a dû mettre en place en fait, des parades pour tout ça, pour essayer de limiter la consommation de carbapénem. Ensuite, on a eu des problématiques la même année, en 2017, avec la céfotaxime, avec une envolée des ventes.
67% des ventes qui avaient augmenté en plus. Et le principal fournisseur, parce qu'il était seul, quasiment, c'était Pan Pharma, qui avait pas prévu cette envolée des consommations. Ça a entraîné donc un contingentement de la prescription de céfotaxime en 2017, donc à l'hôpital. Julie, Et puis, on a eu aussi… Oui. Julie, il faut que tu expliques peut-être ce que c'est qu'un contingentement. Ok. Alors, du coup, contingentement, c'est-à-dire qu'on arrête la prescription à tout va et que donc ça reste sur des indications bien spécifiques. Donc, on ne peut prescrire l'antibiotique que sur des indications bien spécifiques. L'antibiotique, il est sous clé dans une armoire fermée, on va dire. Et si on le veut, il faut passer 3 verrous, machin, et à la fin, on te le donne. Exactement, voilà. Donc, en fait, nous, ce qu'on avait fait pour la tazocilline, par exemple, et pour la céfotaxime aussi, c'est qu'on avait seniorisé les prescriptions. Bon, ça demande quand même un surcoût de travail monstrueux pour les médecins seniors, sans parler du surcoût de travail pour les pharmaciens. Et franchement, c'était très compliqué, quoi, de revoir les indications, de refaire l'antibioguide, de revoir tous les verrous de prescription. Donc, on a eu ça, on a eu aussi la fosfomycine IV. Je ne vais pas vous faire toute la liste des antibiotiques qui ont été concernés historiquement. Mais en tout cas, ce qu'il faut rappeler pour l'antibiothérapie, c'est que chaque antibiotique a son propre spectre, sa propre diffusion tissulaire, sa propre indication. Et ce n'est pas comme un antihypertenseur. Enfin, je n'ai rien contre les cardiologues, mais quand on remplace un antihypertenseur, on a souvent un équivalent. Mais là, franchement, pour l'antibiotique, pour avoir un équivalent stricto sensu, c'était quasiment impossible. Donc, c'était vraiment, on avait une dégradation de la qualité des soins, une dégradation de nos indications. Voilà. Donc, en fait, par exemple, pour le Bristopen, ça, je pense que c'est une histoire que tout le monde a connue parce qu'elle est un peu plus récente. Et on n'avait plus de Bristopen, on n'avait plus de cloxacilline et d'oxacilline. Et donc, on s'est déplacé vers la céfazoline. Nous, on a des stocks réservés pour l'antibioprophylaxie que vous connaissez bien, donc du coup, en orthopédie en particulier. Et donc, du coup, les stocks de céfazoline étaient utilisés à la place de l'oxacilline et de la cloxacilline. Donc, voilà, en termes de gestion de stock, en fait, on déplace, c'est l'effet domino, c'est-à-dire que la céfotaxime, on utilise plus de ceftriaxone, à la place de la cloxacilline, on utilise plus de céfazoline. Donc, c'est l'effet domino sur les consommations d'antibiotiques. Donc là, pour en revenir aussi à quelque chose de plus important au sein de nous qui nous a vraiment préoccupés, ça a été la rupture d'antituberculeux. On est toujours en tension d'antituberculeux. Que ce soit la rifadine, que ce soit le rifater, que ce soit l'isoniazid IV, c'est quand même problématique de se dire qu'à tout moment, on ne va plus pouvoir traiter les tuberculoses avec des médicaments de première ligne. On a quand même une flambée de tuberculose multirésistante. Et par moment, on fait des ordonnances de rifater ou de rifadine et le patient revient nous voir 3 jours après en nous disant qu'il n'a pas pu récupérer ses médicaments en pharmacie. On n'est ni informé, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour combien de temps. C'est quand même très compliqué de soigner les personnes, enfin les patients qui viennent nous voir pour des pathologies sévères avec ce mode de fonctionnement. Pour en venir donc à l'amoxicilline et l'augmentin, bon là je vais laisser Christelle en parler et puis on a quand même beaucoup parlé de ce sujet, mais clairement donc on a une rupture mondiale, il y a l'impact des emballages, mais en fait qu'est-ce qu'on fait en pratique? En pratique, on va donner des comprimés adultes à des enfants avec des risques d'erreur de dosage. Qu'est-ce qu'on fait? On oriente tous les enfants vers les urgences parce que ça va être qu'une prescription hospitalière. C'est impossible vu la tension des urgences pédiatriques. Quelle est la solution? Enfin, là, ça peut durer 15 jours. Bon, ok, ça se défend, mais bon, là, ça commence à faire plusieurs semaines. Qu'est-ce qu'on va proposer à ces enfants? Certes, ok, on a une surconsommation qui était plus ou moins prévisible avec une flambée épidémique de la bronchiolite, mais voilà, en pratique, qu'est-ce qu'on propose à ces enfants? Donc, qu'est-ce que nous, pour les patients, en fait, on est sans arrêt dans un mode dégradé. On a une problématique d'accès aux thérapeutiques, comme je vous le disais. On a des risques d'erreurs thérapeutiques qui sont non négligeables. Pour les soignants, il y a quand même une complexité des prescriptions, de réfléchir à des alternatives. Pour les hôpitaux, c'est vraiment un temps dédié de pharmacien hospitalier qui est non négligeable. Vraiment, sur un petit centre hospitalier comme Aubagne, c'est un mi-temps dédié aux ruptures de stock. C'est vraiment un temps non négligeable pour les pharmaciens. Donc, les solutions à l'échelle des médecins pour ce qui concerne l'infectiologie pure, donc pour préserver la consommation d'antibiotiques, ce que nous faisons depuis des années, c'est donc les streptotests, bien sûr, les tests grippe, VRS, Covid, pour éviter une surconsommation d'antibiotiques. On essaie de réguler la consommation, et ça, on l'a toujours fait, ce n'est pas que dans un contexte de rupture, pour épargner au maximum les antibiotiques. Bien sûr, les prélèvements bactériologiques pour limiter les consommations d'antibiotiques, on le sait, on le fait depuis un moment. La formation sur l'antibiothérapie, la formation sur la désescalade des antibiotiques large spectre vers des spectres plus étroits, etc.
À l'échelle des patients, donc on a une éducation à la santé avec une épargne d'antibiotiques, c'est à peu près la même chose. Et pour les établissements, la solution, ça serait vraiment d'embaucher des logisticiens spécialisés dans les achats, dans les ruptures de stock, pour épargner ce temps de pharmacien qui serait dédié du coup à autre chose. Et à l'échelle donc du coup nationale et européenne, il faut absolument fixer une liste des matières actives qui sont tombées dans le domaine public et qui sont touchées par la pénurie, mais qui restent indispensables aux thérapeutiques, comme les antibiotiques, les antiviraux, les anticancéreux, les anesthésistes, les anticoagulants, etc. On ne peut pas avoir ce genre de rupture régulièrement. On peut pas se passer de ces médicaments. Donc, il faut absolument des stocks réglementés, et puis une réglementation, et puis voilà, relocaliser, comme on le disait, cette production de médicaments essentiels. Il faut aussi avoir un état des lieux assez régulier par nos instances, des états des stocks, s'il y a des pénuries qui peuvent être annoncées un peu plus tôt, travailler sur des alternatives à l'échelle nationale, et puis avoir des pénalités financières en cas de non-livraison par des industriels. Voilà, on en parlait, il faut dissuader quand même les non-livraisons, les ruptures du jour au lendemain. Voilà, il faut qu'on puisse quand même agir de façon un peu logique avec les industriels. Puis bien sûr, il faut revoir le budget de la sécurité sociale, le budget de l'ONDAM, afin qu'on achète à des prix qui restent cohérents pour l'industrie et qu'on ne soit pas le dernier marché européen qui intéresse l'industrie du fait du remboursement de la majorité de nos médicaments, et qu'on achète à bas prix, donc qu'on redevienne prioritaire sur le marché international. Très bien. Alors, il existe des pénalités, ça, j'ai lu ça aussi pour préparer cette émission, et s'ils ne sont pas capables de fournir à 2 mois, ils ont des pénalités qui sont déjà prévues par la loi. Après, est-ce qu'elles sont dissuasives ou pas, je ne sais pas. Bon, je retiens que pour toi aussi, il faut qu'il y ait le bon prix du médicament pour qu'on puisse en avoir en stock, et effectivement, le listing de ces produits hyper essentiel, j'avais l'impression, moi, que c'était déjà fait. Frédéric Bizard avait l'air de dire que pas forcément, en tout cas au niveau français. Donc, j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui commencent à se pencher sur la question si ce n'est pas le cas. Et sinon, le collectif Santé en danger va devoir mener une nouvelle bataille. Devenir le pilote. Ouais, un pilote dans l'avion. Alors, merci beaucoup, Julien. Franchement, on sent que ça prend à cœur, et qu'en plus, c'est vrai que ça doit être tellement difficile quand c'est ton cœur de métier de travailler avec pas beaucoup de moyens, et de ne pas pouvoir soulager autant que tu devrais, ou d'être aussi performante que tu pourrais. Ça doit être vraiment, vraiment compliqué. Docteur Pin, ce n'est pas à toi, parce que normalement, il y a encore une dame avant. Bon, je sais qu'on a pris un peu du temps, j'avais dit 21h. On va avoir 20 minutes de retard, je pense, au final. Christelle, qui est pédiatre en PMI, elle est cachée où? Elle est peut-être partie en même temps. Ah, non, je suis là. Ok, on t'entend. Ça y est. Alors, oui, très bien. Alors, un autre docteur en souffrance, parce qu'elle doit s'occuper des enfants, et que quand les enfants arrivent, elle n'a pas forcément les moyens de les traiter comme elle le devrait. Christelle Pirot, c'est à toi. Tu vas nous parler de quoi, du coup? Je crois que c'est pénurie médicaments. Je suis désolée, j'ai été là un peu en pointillé, ça avait l'air passionnant, mais je regarderai tout. Je pense on pourra tout regarder en détail, l'intervention. On sur la Coupe du Monde de foot, c'est fini, donc on parle plus que pénurie de médicaments. Ok. Alors moi, me concernant, effectivement, au niveau PMI, je suis moins impactée parce que je vois des enfants plutôt, alors, soi-disant en bonne santé. Maintenant, c'est vrai que comme ils n'ont plus non plus, il y en a plein qui n'ont plus de généralistes et qui a des difficultés d'accès aux urgences. Il y en a plein qui viennent, qui sont malades, mais la plupart du temps, c'est des viroses. Je suis beaucoup moins impactée. Je prescris très peu d'antibiotiques. C'est très rare qu'en PMI, j'ai besoin de prescrire des antibiotiques. Et les vaccins, pour l'instant, il n'y a pas de pénurie touchant les vaccins. Il y a eu le BCG il y a quelques années, mais là, il n'y a pas de souci. Par contre, c'est plutôt aux urgences pédiatriques que c'est très compliqué. Là, effectivement, c'est déjà que la situation, comme partout, est très délicate.
aux urgences pédiatriques, là forcément ça rajoute encore des tensions, ça rajoute énormément de difficultés, à la fois pour les soignants et pour les patients. Donc là, j'ai demandé, alors du coup j'ai un petit peu, moi je fais des vacations de temps en temps, mais j'y suis pas tout le temps, et j'ai demandé à une urgentiste pédiatrique un petit peu qui me confirme qu'effectivement en ce moment c'est très difficile. Bon, il y a la pénurie d'amoxicilline et de Doliprane, ça tout le monde le sait, et elle dit que du coup certains patients reconsultent une deuxième fois aux urgences. Quand ce qu'on leur a prescrit n'est pas disponible en pharmacie, ils reviennent consulter pour avoir une autre ordonnance avec un autre antibiotique, par exemple. Donc, ça rajoute encore du monde, alors que c'est déjà surchargé. Elle me dit également que les recommandations concernant les antibiotiques ne sont pas bien respectées. En pédiatrie, normalement, on suit quand même des recommandations assez claires. Et là, forcément, on se retrouve à devoir faire des choses un petit peu inhabituelles. Et donc, ces sources d'erreurs, comme disait tout à l'heure Julie, c'est sûr qu'il y a plus de risques de faire des erreurs. Surtout avec les enfants, il faut choisir en fonction des toxicités. Pour les enfants, il y a des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. Il y a le poids aussi, on prescrit en fonction du poids de l'enfant, donc ce n'est pas simple. Les appels de pharmacie. Elle me dit également qu'il y a des antiépileptiques qui manquent, ça moi je ne savais pas. Keppra et Dépakine par exemple, qui occasionnent encore en plus des passages aux urgences de patients qui convulsent ou qui ont peur de manquer et qui viennent voir à l'hôpital s'ils ne peuvent pas avoir des anticonvulsivants. Voilà, donc elle dit que dans l'Essonne, la tension est majeure. Alors après, je ne sais pas par rapport aux autres départements, mais en tout cas, c'est très compliqué dans l'Essonne. Vraiment de grosses difficultés, et ça rajoute au climat qui était déjà très compliqué, très tendu, ça rajoute encore des choses compliquées à gérer, quoi. Voilà. Ok. Donc, je parle vite. Et elle a quoi comme solution quand tu as un enfant qui a de la fièvre, tu n'as plus de Doliprane à la maison, il faut faire comment? Oui, c'est là où on en vient à des choses complexes, parce qu'après, il faut réussir. Mais là, il y a des mamans qui nous écoutent, des papas, tout ça, et même des médecins généralistes qui attendent leur tour et ils se disent, bon, alors, on fait comment? Il y a même la Société française de pédiatrie qui a donc fait des petits tutos, on va appeler ça des tutos, je ne sais pas comment dire ça, mais comment faire avec un comprimé d'Amox selon le poids de l'enfant. Il faut piler des trucs de petits chimistes, quoi. Il faut piler le comprimé, faire des dilutions selon combien pèse ton enfant. Ça, c'est source d'erreur aussi, même pour les parents. Déjà, les parents, des fois, c'est compliqué d'expliquer un traitement, comment il se donne. L'amoxicilline, par exemple, déjà, normalement, c'est en poudre, il faut mettre de l'eau jusqu'à un certain trait, le mélanger, le garder au frigo. Bon, déjà, ce n'est pas toujours bien fait. Mais alors là, carrément, il faut faire des dilutions. Je pense qu'il y a des gens qui ne comprennent pas, qui vont se tromper. C'est très compliqué, hein, à mon avis. Voilà. Je sais pas. Mais... On ne va pas avoir assez d'infirmières pour les préparer. Comment? On ne va pas avoir assez d'infirmières pour les préparer. Non. Les dilutions. Alors, la question, c'est est-ce qu'on a aujourd'hui des retours de mauvais dosage, justement de difficultés post… Pour l'instant, ça se passe bien, il n'y a pas de retour, non? Il n'y a pas de retour. Après, je pense que c'est difficile à se rendre compte parce que même déjà avant, là, il y a forcément des erreurs, mais même avant qu'il y ait toutes ces pénuries, déjà avec les traitements lambda normaux, il y a des gens qui se trompaient, qui ne donnaient pas le traitement le bon temps, qui arrêtaient au bout de 3 jours. Il y a des antibiotiques donnés dans l'oreille, par exemple, pour un enfant qui a une otite, parce que les gens n'ont pas compris qu'il fallait le donner dans la bouche. Enfin, il y a des trucs déjà qui ont toujours existé avec forcément des erreurs, hein. Après, je pense que c'est compliqué. Déjà, il faut penser en tant que médecin ou infirmière à poser la question quand l'enfant revient qu'il a de la fièvre, demander comment a été pris le traitement. Je pense qu'après, on n'a pas toujours le temps d'interroger, hein, mais ça, c'est vrai pour tout. Même pour reconstituer un biberon avec du lait en poudre, hein, il y a des gens, ils se trompent, ils en mettent trop ou pas assez, hein. Quand on ne pose pas les questions, on n'a pas la réponse, hein. Donc après, ce n'est pas évident de savoir, je pense. Il n'y a pas d'indicateur, en tout cas. Il n'y a pas d'indicateur, mais on peut supposer que… ça ne va pas dans le sens de l'amélioration. Et puis après, il faut arriver à le donner à son enfant. Déjà, pareil, les traitements qui ont des petits goûts qui sont soi-disant bons. Déjà, les enfants, ce n'est pas toujours évident qu'ils prennent le traitement. Mais alors là, en plus, c'est des formes adultes, donc avec des goûts plus amers, des trucs qui s'émiettent, mais qui laissent un petit peu des petits morceaux. Donc, pour arriver à le faire prendre à un enfant, ça va aussi rajouter une difficulté. Pour arriver à le donner aux gamins, ça va être compliqué, hein, je pense. C'est compliqué déjà et ça va être de plus en plus compliqué. OK.
Donc là, il y a une question qui est concrètement comment tu fais, tu donnes du Doliprane, de l'Amox. Eh bien, tu sais quoi? J'ai envie de dire, le docteur Pain, qu'est-ce qu'il fait comme ordonnance tous les jours quand il reçoit ses petits patients aussi? Bonjour à tous, Merci, Christelle. merci de me donner la parole. Eh ben, concrètement, c'est compliqué. Alors, les problèmes, on parlait de l'évaluation. Je pense qu'on n'a pas encore trop de retour en fait sur les problèmes qu'il peut y avoir, mais c'est la loi des grands nombres. Vu que ça se multiplie, il va y avoir de plus en plus de gens qui vont être obligés de bricoler tout seuls, de diluer. On va forcément avoir des retours. Ça, sur des petits nombres, ça va aller, mais sur les grands nombres, ça ne va pas aller. Le paracétamol, moi, pour l'instant, bon, il y a des pénuries tous les jours, mais pour l'instant, on a des pharmaciens qui gèrent bien les choses, qui arrivent toujours à trouver des solutions. Le danger, hein, ces périodes d'épidémie, de virus, de grippe, c'est qu'à la place du paracétamol, j'ai un peu peur qu'on balance un peu beaucoup d'Advil, d'ibuprofène à tout va. Moi, je ne suis pas fan du tout sur les virus. J'ai eu 2 ou 3 fois le cas aujourd'hui. Il y a des mamans qui m'ont dit non, mais je vais lui donner de l'Advil à la place du paracétamol. J'ai dit non. Hein. Surtout là, ils ont tous la grippe. Donc, il y a Julie qui va nous sauter dessus en disant surtout pas, faites pas ça, ça fait tout faire flamber, c'est pas bon, les anti-inflammatoires et les viroses. En pédiatrie, c'est pareil. Ouais, l'Advil, on en utilise vraiment très peu. Hein. Voilà, alors là, il y a ça. Donc, l'amoxicilline, bon, apparemment pour les enfants, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais nous, il n'y en a plus. Donc, c'est vraiment que des comprimés qui sont dilués. Bon, les pharmaciens gèrent bien les choses. Alors, moi, aujourd'hui, là, il y a un cas concret. Je vais être de garde ce week-end. Les gardes, là, j'en ai fait une il y a un mois, c'est vraiment malheureusement de l'abattage, il y a beaucoup trop de monde, c'est à peine gérable. Le problème qui se pose, c'est que maintenant, quasiment à chaque ordonnance qu'on fait, ou une ordonnance sur 2, on a le pharmacien qui appelle parce que, effectivement, il manque l'antibiotique, il manque le paracétamol, il manque la prednisone ou la prednisolone, il manque le Vogalène, je ne sais quoi. Donc, en semaine, c'est déjà compliqué avec ces patients de rechanger toutes les ordonnances. Il faut réfléchir à chaque fois, est-ce qu'on peut donner ça à la place? Bon, bref, c'est déjà une gymnastique. En garde, il y a un tel débit que d'une part, on a bien du mal à examiner tous les gens. Si en plus, après, il faut qu'on ait un appel de tous les pharmaciens de la ville pour changer les prescriptions pour des patients qu'on ne connaît pas en plus, puisqu'on les voit en garde, enfin, matériellement, ça va être impossible. C'est impossible de tout faire et de consulter et de refaire toutes les prescriptions derrière. Donc aujourd'hui, j'ai sollicité et l'ARS et la préfecture de mon département pour leur exposer le problème. Outre le fait que ça a été compliqué de les avoir, le directeur de l'ARS, comment dire, a peut-être faim de découvrir le problème, ou j'ose espérer qu'il a faim de découvrir le problème. Non, mais je laisse en fond, mais j'ai parlé. Donc, je lui ai soumis la chose en lui disant que moi, ce week-end, alors ils sont très inquiets par les grèves des médecins. Il y a beaucoup de médecins qui font grève, ils sont obligés de réquisitionner. Donc, déjà, il était soulagé qu'ils ne soient pas obligés de me réquisitionner. Donc, je fais la garde. Je lui dis, moi, pas de problème, je vais faire le travail. Par contre, je ne vais pas pouvoir faire le travail qui n'est pas le mien, à savoir de distribuer des médicaments, de trouver des médicaments, de changer des ordonnances. Donc, je lui dis, vous me trouvez une solution, vous vous débrouillez. Vous voyez avec la pharmacie de garde, ou avec les. Alors, encore plus compliqué samedi, puisque samedi, toutes les pharmacies sont ouvertes, donc je ne sais pas où les gens vont aller, ils vont aller dans la pharmacie qu'ils veulent. Le dimanche, c'est un peu plus simple, parce que du coup, c'est fléché sur une pharmacie. Et je lui ai dit, vous vous débrouillez pour approvisionner la pharmacie, au moins la pharmacie de garde, dans tout ce dont elle manque et tout ce dont il y a besoin, quoi. Alors, il a bien essayé de financer en me disant, ouais, mais vous ne savez pas forcément ce que vous allez prescrire. Et puis, le pharmacien, il ne sait pas forcément ce que vous allez prescrire. Je dis, si, grosso modo, on sait à peu près ce qu'on prescrit en garde, tout le temps la même chose. Hein. C'est l'amoxicilline, il nous faut du célestine, il nous faut des corticoïdes, des anti-inflammatoires. Enfin, bref, c'est un peu toujours la même chose. On sait ce qu'on va prescrire. Et donc là, je lui ai dit, mais de toute façon, il doit quand même y avoir une solution. Je lui ai dit, vous n'allez pas nous refaire le coup des masques. Et j'imagine qu'il y a bien des stocks stratégiques d'amoxicilline.
Eh ben, j'ai eu un gros blanc hein, comme réponse. Donc, clairement, moi, ce que j'ai compris aujourd'hui, et le secrétaire général de la préfecture derrière m'a confirmé la même chose, c'est que je pense j'ai le sentiment qu'on n'a absolument aucun stock, y compris des stocks stratégiques. Je pense qu'on n'a rien. On n'a absolument rien, puisqu'ils ne sont même pas capables de fournir une pharmacie de garde de l'approvisionner pour le week-end. Donc ça ne m'a pas franchement rassuré. Ils m'ont promis de me rappeler demain, après-demain, d'essayer de trouver une solution. Moi, je leur ai dit que de toute façon, je ne répondrai pas aux pharmaciens ce week-end parce que je ne pourrais pas. Bon, je sens que je les ai bien embêtés avec ça parce que c'est un problème qu'ils n'avaient pas trop anticipé. Donc voilà, bon, pour le week-end, ça va être compliqué. En semaine, eh ben, on gère un peu au coup par coup, mais c'est vrai que on a de plus en plus d'appels de pharmaciens qui sont autant dans la difficulté que nous, hein, parce que c'est le problème du médecin qui prescrit, mais moi, je pense que les pharmaciens sont encore beaucoup, beaucoup plus embêtés que nous. Hein. Et on ne voit pas de solution, en fait. Il n'y a pas de solution à court terme, parce que les corticoïdes, bon, il n'y a plus de je mélange toujours, il n'y a plus de prednisolone. Bon, alors là, on a il remplace par de la prednisone, très bien, mais j'imagine que les stocks de prednisone ne vont pas être inépuisables non plus. Et la prednisone, il y a quand même des gens qui ont ça au long cours. Et là, ça va être encore plus problématique parce que autant quelqu'un qui n'a pas de prednisolone pendant 3-4 jours pour des choses aiguës, bon. Mais ceux qui ont les traitements au long cours, moi, je suis un petit peu inquiet de ça. Est-ce qu'on va avoir des stocks pour tous ces gens qui ont des corticothérapies au long cours? Est-ce qu'on a ce qu'il faut? Voilà. Hein. Et puis, alors, les antibiotiques, on nous a expliqué qu'on en prescrivait trop, mais ça, depuis que je suis installé il y a 20 ans, on m'a toujours dit que j'en prescrivais trop, on en a toujours prescrit de moins en moins, et c'est sûrement vrai. Je ne sais plus qui disait tout à l'heure, mais on a développé les streptotests, tout ça, on en fait de plus en plus, et pour prescrire le moins d'antibiotiques possible. Reste qu'on en a quand même toujours besoin. On nous a expliqué, on a eu un mail surréaliste, mais vraiment surréaliste de la DGS il y a une quinzaine de jours, qui nous listait en gros toutes les situations où il ne fallait plus prescrire d'antibiotiques. Et en gros, il ne faut pratiquement plus du tout en prescrire, mais pour rien, plus rien, jamais. Que quand on prescrivait de l'amoxicilline, il fallait que ça soit 5 jours maximum. Alors ça, c'est des recommandations moi, dont je n'avais pas connaissance, mais qui m'ont paru un peu tomber du ciel pour avoir discuté avec certains collègues. On a eu l'impression que c'était vraiment des recommandations médicales qui ont été un peu dictées par la pénurie et l'urgence, parce que sur les pneumopathies, 5 jours d'amoxicilline, on pense un peu tous que ça risque d'être très court. Et pour tout dire, dans ce mail de la DGS, il y avait quand même une phrase extraordinaire où c'était écrit noir sur blanc, en caractère gras d'ailleurs, qu'en ces périodes de pénurie, les prescriptions inutiles n'étaient plus admissibles. Ce qui veut dire que quand on n'est pas en pénurie, on a le droit de faire des prescriptions inutiles. Ça, c'est bon. Donc, en fait, on sent bien que tout le mail, on sentait un peu la panique. Et moi, c'est ça qui m'inquiète le plus. Bon, pour l'instant, on arrive à gérer, mais il en manque de plus en plus. Et c'est le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on n'est qu'au début de la pénurie. Et que si ça s'arrêtait dans 8-15 jours, ça irait. Mais j'ai cru entendre, je crois que c'est François Braun hier qui disait ou c'est le ministère de la Santé, même si ce n'était pas Braun, c'est le ministère de la Santé qui disait qu'on était parti pour plusieurs semaines au minimum de pénurie d'amoxicilline pédiatrique. Quand le ministère reconnaît d'ores et déjà qu'on va en manquer pendant au moins 6-8 semaines, bon, on a tous compris que ça sera beaucoup plus long que ça, quoi, clairement. Là, je suis de garde, j'ai fait le point, on a fait le point ce soir avec la pharmacie. Je suis de garde ce week-end, on me dit, bon, l'amoxicilline, il n'y en a plus pour les enfants, il n'y a plus de piostacine, les macrolides, c'est compliqué d'en avoir, il n'y a plus de Vogalène, il n'y a plus de Birodogil, enfin, il n'y a plus de diazépam, enfin, à un moment, moi, je veux bien, mais à un moment, j'étais arrivé à la conclusion un peu. Je dis, mais je fais quoi, moi? Je fais la garde ce week-end ou je ne la fais pas? Parce qu'est-ce qu'il faut vraiment que je consulte, quoi? Donc, voilà. Et moi, ce qui m'a inquiété, c'est d'avoir les autorités et de… j'ai le sentiment de vivre ce que j'ai vécu avec le préfet il y a 3 ans, où, en gros, on n'a pas de masque, on ne va pas en avoir. Et là, c'est un peu pareil, c'est un peu la même réponse. C'est,
l'amoxicilline, on ne va pas en avoir, quoi. Du coup, Frédéric, on sent bien que tu avais aussi besoin d'impliquer une forme de gouvernance en interpellant préfecture et ARS. Il y a des questions sur peut-être demander du coup à la pharmacie de l'hôpital, parce qu'on comprend que la pharmacie de l'hôpital, elle est peut-être encore fournie, elle a peut-être justement un conjointement qui le permet. Est-ce que vous avez du coup réussi à faire un lien entre la ville et l'hôpital? Alors, j'ai le secrétaire général de la préfecture, parce qu'il me disait, bon, d'accord, hein, et est-ce que vous avez des idées? Je lui dis, ouais, j'ai des idées. Et je dis, le plus simple, là, j'ai 10 pharmacies, 10 ou 11 pharmacies d'ouvertes samedi. Donc, je ne sais pas, il y en a, et puis selon les pharmacies, elles ne sont pas toutes approvisionnées pareil, c'est-à-dire qu'il y en a une, il va lui manquer tel truc, l'autre, il va lui manquer tel truc. Moi, je ne peux pas dire, enfin voilà, je peux pas faire le tour samedi matin de savoir qui a quoi, ce n'est pas possible. Je lui ai dit, peut-être que l'idée, c'est de flécher. Alors, dimanche, il n'y a pas de problème, c'est une pharmacie qui est de garde. Donc là, voilà, on l'approvisionne. Mais pour le samedi, peut-être adresser les gens à la pharmacie de l'hôpital. Et alors là, le secrétaire général de la préfecture m'a dit, ah ouais, mais vous comprenez, ce n'est pas si simple que ça, parce qu'ils n'ont pas le droit et machin. Enfin, j'ai senti que là, je marchais sur des œufs. Donc, ils vont se renseigner, voir ce qui est possible, mais… Apparemment, moi, ça me paraissait, c'était peut-être simpliste, mais je me disais, bon, voilà, il y a la pharmacie de l'hôpital, la maison de garde, le point garde, il est à l'hôpital. Les gens, ils ont deux couloirs à faire. Ils vont à la pharmacie de l'hôpital, qui aura été approvisionnée dans un minimum de choses. Mais sur le papier, ça doit être, je ne sais pas, apparemment, ça doit poser des problèmes, au moins administratifs, légaux peut-être, ça a l'air d'être compliqué. Pourtant, moi, j'avais dans l'idée que la pharmacie de l'hôpital pouvait être une pharmacie comme une autre, mais ça n'a pas l'air si simple que ça. Et pourtant, ça serait le plus simple. Mais je pense que le fond du problème, et c'est ça je pense qu'ils ne veulent pas, parce que s'ils font ça, ils vont être obligés de reconnaître qu'ils n'ont pas ce qu'il faut, quoi. C'est ça, moi, après, peut-être que je me monte la tête, mais j'ai un peu le sentiment que s'ils disent, bon, vous avez la pharmacie de l'hôpital, il va bien falloir qu'ils la fournissent. Mais s'ils ne peuvent pas la fournir, ils n'ont pas intérêt à… Moi, j'ai un peu peur que ce soit pour noyer le poisson, qu'ils ne veuillent pas régler. En fait, les pharmacies hospitalières, elles ne sont pas autorisées à rétrocéder. Elles rétrocèdent qu'un certain type de médicaments. Il y a une liste bien précise. Et du coup, il faudrait vraiment changer la réglementation si on voulait rétrocéder via les PUI, en fait. Ouais, mais alors, ouais, ça, je suis d'accord. Ok, ça, j'ignorais ça. Mais que ce soit le président de la République, que ce soit François Braun, ou même nous localement, notre président du RML, ils n'arrêtent pas de nous dire c'est la guerre, l'épidémie, la pandémie, c'est la guerre, les déserts médicaux, vous êtes en guerre, il va falloir bosser avec les soldats qu'on a. Donc, ok, on est en période de guerre, on peut peut-être aussi arriver à régler ce problème avec les pharmacies. Si on est en guerre, il faut la faire, on s'en donne les moyens. Et ça ne me semble pas, régler un problème de cet ordre-là avec les pharmacies, ça ne me semble pas insurmontable. Donc, de plus en plus, ça va être très compliqué quand même, hein, parce qu'en plus, ça fait monter la tension, les gens reconsultent, les pharmaciens nous appellent de plus en plus. Après, c'est vrai qu'il y a un moment, nous, on est débordés de travail, et si on est dérangé, c'est compliqué, hein, c'est irritant pour tout le monde, pour le pharmacien, pour tout le monde. Ça complique les choses. Et je pense qu'en plus, on n'est qu'au début. Hein, parce que là, quand on me dit qu'on va pas piostacine, bon… On a plus. Bon, c'est vrai qu'on va prescrire moins d'antibiotiques. Alors, on prescrit moins d'antibiotiques. Moi, je vois de plus en plus de prescriptions passer. Il n'y a plus du tout d'antibiotiques. Mais alors, du coup, il y a plein de prescriptions de corticoïdes qui sortent comme ça, beaucoup plus qu'avant, sur des viroses. Bon, on se retrouve quand même avec pas mal de pneumopathies derrière. Là, aujourd'hui, j'en ai récupéré 3 gamins avec des pneumopathies. Il va quand même falloir que je les traite, qu'on leur donne de l'amoxicilline. Ça se multiplie, il y a de plus en plus de malades. Franchement, je ne sais pas, quand on va me dire qu'il n'y a plus du tout, je ne sais pas ce que je vais faire, quoi. Alors après, je pourrais dire, je me défausse du problème, je l'envoie à la pédiatrie de l'hôpital, mais bon, il n'y a quasiment plus de pédiatres et puis de toute façon, ils ne vont pas être plus fournis que nous. Bon. On gère un peu au jour le jour, c'est vrai qu'on se dit ça ira mieux demain, mais
Donc là, en gros, le médecin généraliste, il se pose la question du stock. Est-ce qu'il va pouvoir faire les soins et apporter les soins à ses patients? Et toi, ton gros doute, c'est le stock, parce que tu parles on parle de la pharmacie de l'hôpital, mais si on n'approvisionne pas non plus l'hôpital, même si on fait un arrêté préfectoral ou je ne sais pas ce qu'on a le droit dans le cadre juridique à proposer pour débloquer une situation rapidement, il n'est pas certain que tu aies les quantités suffisantes qui permettront de passer le cap. Et je ne sais pas s'il y en a et si on a un moyen de savoir s'il y en a. Alors, je me suis tuyauté, je me suis renseigné parce que je me dis, bon, en France, on n'en a pas, pour toutes les raisons qu'on a pu évoquer. Ça semble être un problème plus large que la France, mais actuellement, là, en Allemagne, je me suis tuyauté hier, en Allemagne, ils ont de l'amoxicilline. Alors, les médecins allemands, ils disent on va bientôt avoir le problème, dans quelques mois, mais pour l'instant, ils en ont. Donc, pourquoi nous, on ne va pas en chercher? Pourquoi on ne peut pas? Je ne sais pas où est le dysfonctionnement. Est-ce qu'il est au niveau européen? Est-ce qu'il est français? Je ne sais pas. Est-ce que c'est plus complexe que ça? Mais en partie, on a entendu que le prix était un des problèmes, par exemple. OK. Christelle Baldé, je crois que tu as une mission, c'est savoir si on a des stocks d'amoxicilline en France. Eh bien, écoute, je relève la mission. Ouais. Ah ouais, bon, allez, c'est bon. Voilà. Impeccable. Non, mais j'aurais voulu entendre Sonia sur la question tout à l'heure, justement des stocks, parce que Sonia parlait des stocks le stock minimal qui était de 2 mois. Est-ce que et qui était donc le stock minimal donc était reconnu comme insuffisant. Donc là, on en a la preuve par B, A plus B, que voilà, ce serait donc CQFD, le pourquoi du comment, parce que le stock minimal est trop bas. C'est ça, Sonia? Oui, effectivement, oui. En fait, les parlementaires avaient demandé un stock minimal de 4 mois, puisque je pense qu'avec les élus locaux, ils ont dû se mettre en lien avec les professionnels, les prescripteurs. Le gouvernement lui a validé un stock minimal de 2 mois. Et on se rend compte que la durée moyenne, après ça peut être en filigrane, mais la durée moyenne d'une rupture, c'est 8 mois. Donc c'est largement insuffisant. Et encore, si le stock minimal de 2 mois était strictement respecté, ce serait peut-être déjà mieux. Mais on en parlait tout à l'heure. Moi, je ne suis pas pour les sanctions à tout prix, mais il y a quand même un minimum de régulation à avoir. C'est que si les sanctions étaient réellement appliquées lorsque les stocks n'étaient pas respectés, peut-être qu'on en aurait moins aussi, mais je ne pense pas que ce soit le cas. En fait, on est vraiment, ça fait toujours une gestion un peu naïve des choses, que ce soit au niveau de l'anticipation, ou que ce soit au niveau des sanctions, ou que ce soit au niveau des stratégies beaucoup plus globales et plus larges, en fait. Donc, après, je conçois que tout ne soit pas facile, mais il y a quand même des choses. Moi, je suis originaire de Madagascar et j'ai des cousins et des cousines qui se sont installés il y a une vingtaine d'années en officine et je les entendais toujours dire on est en rupture, on est obligé de bricoler, en fait, on substitue sans arrêt avec effectivement tous les risques dont on a parlé tout à l'heure. Et aujourd'hui, on se retrouve dans ce cas. Donc, ce qui est vraiment inquiétant, c'est qu'on se retrouve dans le cas d'un pays qui était en voie de développement il y a 20 ans. Et ça, c'est pas digne en fait de notre pays. Et je ne sais pas comment on pourrait en sortir le plus rapidement possible, mais ce qui m'inquiète, comme disait le docteur Pain tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression qu'on n'en voit pas le bout et que ça va durer encore très longtemps. Et effectivement, en officine, on appelle, alors on essaie de ne pas le faire systématiquement, mais on l'appelle, on appelle les médecins lorsqu'on voit qu'il n'y a pas possibilité de substituer, lorsque c'est vraiment un peu compliqué et qu'il faut son avis. Mais c'est du bricolage à tous les niveaux, du bricolage au niveau de l'officine pendant la délivrance, c'est du bricolage. Alors peut-être que dans l'immédiat, ce qu'il faudrait faire, c'est faire en sorte que des prescripteurs et les pharmaciens qui délivrent soient connectés via, je sais pas, via l'ARS, via la NSM, en tout cas via une structure qui est censée faire ce travail pour informer localement chaque prescripteur et tous ceux qui délivrent de savoir ce qui est aujourd'hui tendu et sur lesquels il faudra faire attention, etc., etc. Avoir une espèce de, encore une fois, c'est du bricolage ce que je dis là, mais
mais avoir au moins une visibilité pour qu'il n'ait pas à appeler le médecin, pour que le médecin sache vers quoi il faut orienter les prescriptions. Bien évidemment, s'il n'y a plus rien, comme on disait tout à l'heure, ça serait dramatique, mais avoir une plateforme commune, comme l'écrit le docteur Oui, une Brosset. plateforme. Non, c'est pas Oui, moi. pour… Tu as Ah, l'impression, mais pardon. c'est Audrey Bascomec. Tu sais, c'est la Ah, je croyais, oui, donc coordinatrice. c'est Alors, elle, Audrey. plateforme commune. Oui, oui, non, mais ce serait une bonne idée pour que tout le monde puisse aller se connecter sur cette plateforme. Et en temps réel, quelqu'un doit bien pouvoir faire ce travail au niveau des ARS, au niveau de la NSM, pour dire, voilà, médecin, prescripteur, orientez-vous vers ça pendant les 2 semaines qui arrivent. Pharmacien, voilà, l'état des lieux. Enfin, mais Ça bon, on s'appelle un bricole à tous les niveaux. Excuse-moi Sonia, ça s'appelle un Je t'en prie. logisticien. Voilà. Voilà, Ça n'a voilà. rien d'innovant puisque toutes les entreprises logistiques le pratiquent. Donc ça va faire partie Et nous, on des… n'a pas. Et voilà. Bon, une Et, plateforme. et j'ai même, juste pour terminer, en fait, en officine, on a aussi aujourd'hui, alors c'est la pharmacienne qui s'y colle aussi. Et donc, ça veut dire que pendant qu'elle fait ça, elle n'est pas en train d'expliquer une ordonnance à quelqu'un, n'est pas en train de conseiller le patient qui est en face. Elle passe une demi-journée à téléphoner, en fait, aux différents grossistes répartiteurs, puisqu'on a un grossiste principal, et puis on a d'autres grossistes vers lesquels on peut se retourner lorsqu'on n'a rien chez le principal. Donc, le pharmacien va passer du temps à téléphoner à tous les grossistes pour savoir s'ils ont tel ou tel médicament, et puis passer les commandes lorsqu'il y a une petite fenêtre de possibilité de commander, etc. Donc, c'est vraiment, c'est une perte de temps et beaucoup de désillusions en fait à tous les étages, quoi. C'est un peu triste, mais j'espère qu'on va en sortir. Mais je sais pas comment pour l'instant. Je vois pas trop Bon, d'amélioration dans l'immédiat. on va essayer une touche d'optimisme parce que le temps, on Mmh. n'a plus beaucoup. Enfin, sur Il faut. cette session aujourd'hui. Hein, voilà. Alors, si je tente un résumé de ces 2 heures d'échange, et j'espère réellement que ça permettra à beaucoup de gens d'avoir eu un peu de pédagogie, d'avoir compris certains problèmes, que ça puisse être repris aussi peut-être pour le plus grand nombre. Donc, la pénurie des médicaments en France, c'est 1 Français sur 3 qui s'y trouve plus ou moins confronté à un moment donné. C'est passé, c'est 5 à 6 fois plus depuis 2009. Donc là, on est à 2200, je crois, on a à peu près tous les mêmes chiffres là-dessus. On sait que théoriquement, il y a 2 mois de stock, même si du coup, on peut avoir des doutes, mais tout dépend où est le stock et dans quelle pharmacie ça peut aller. On a vu du point de vue économique que pour l'économie, justement, il fallait peut-être mettre l'accent sur le luxe. Moi, j'ai eu cette image tout à l'heure quand quand M. Bizarre a parlé. L'industrie du luxe en France est un truc florissant. Et le médicament tourné vers l'innovation a une plus-value et devait être privilégié. En même temps, j'ai aussi retenu que le produit mature, donc un produit ancien mais essentiel, était une nécessité stratégique et qu'il fallait en avoir beaucoup aussi et les produire. Enfin, la gouvernance, ça concerne donc la chaîne globale, donc depuis le producteur jusqu'à l'usager, en passant par le pharmacien et le prescripteur. Il faut que ça soit vertueux, ça implique l'éducation du patient, ça implique les logisticiens qui n'existent pas forcément pour décharger la partie soignante de cette tâche plus justement de gestion des stocks. Et le praticien peut à ce moment-là éduquer aussi et donner les bonnes informations aux patients. Il faut respecter de façon plus globale le cycle de médicaments. Un médicament, ça veut dire quoi? C'était un médicament à un prix dans son développement, c'est le coût initial que va proposer le laboratoire, mais aussi en fin de vie, de pouvoir le génériquer facilement et de façon importante.
Il faut lister et stocker les médicaments jugés essentiels. Ça doit être fait au niveau national ou européen. Il y a de toute façon des débats qui existent là-dessus. Probablement, le nerf de la guerre, comme d'habitude, pour un médicament ou un dispositif médical implantable, c'est le bon prix auquel un pays va l'acheter. Parce que si ce n'est pas le bon prix, les industriels qui sont essentiellement privés et qui ont quand même une économie à faire tourner, se désengagent ou ne viennent pas. Et enfin, j'ai envie de dire, mais si on est obligé de donner autant de médicaments, c'est peut-être qu'on a oublié l'essentiel, le départ, la prévention, la santé environnementale. Ça, on n'est pas encore du tout sur ce thème-là. Ça sera sûrement le moyen d'échanger une prochaine fois, mais c'est la base. Et donc, on repartira sur ces problèmes d'éducation de la population, de pouvoir changer de mode de vie éventuellement pour avoir une meilleure qualité de vie et donc probablement moins de consommation derrière de médicaments ou de recours aux soins. Voilà, j'espère que tout le monde n'est pas trop fatigué. Je pense que vous êtes affamés, que les docteurs qui ont travaillé toute la journée vont pouvoir aller se reposer et que tous ceux qui nous ont suivis ce soir auront trouvé un certain nombre d'informations utiles. On se dit à très bientôt. Je crois qu'il y a le docteur Chiche qui nous prépare une nouvelle intervention dans les prochains jours ou semaines. Il va y avoir les fêtes aussi, donc on va peut-être, pour ceux qui vont pouvoir se retrouver en famille, profiter de tout ça, recharger les batteries et attaquer 2023 avec, j'espère, une forme éclatante. Si je puis me permettre, Thomas, je pense que pour rassurer tout le monde, c'est que ce Zoom ne restera pas juste à l'état de vidéo. Je pense qu'il donnera lieu à un bel article, en tout cas gravé sur le papier, parce qu'il y a eu de très belles interventions. Donc voilà. Et je souhaite une bonne fête à tous également. Il y aura de toute façon une redite sur la chaîne YouTube du collectif. Et je ne sais pas si on a réussi ce soir, mais sur Facebook également. Voilà, merci beaucoup. Bonne soirée. Au revoir.